On n'est pas nombreux, mais ça, merci infiniment. C'est un très très grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui David Pucheux, qui est à la fois un bon collègue et un collaborateur actif de projets en cours, de projets à venir. David est enseignant-chercheur en infocom rattaché au labo MICA à l'université Bordeaux-Montaigne. Et c'est quelqu'un de extrêmement intéressant parce qu'il travaille à la fois sur les pratiques des cultures digitales et sur les imaginaires technoscientifiques. Et on s'est approché il y a quelque temps, on s'est croisés parce qu'on a un intérêt commun autour de la question, disons, du religieux dans son sens le plus étendu, ou du sacré, ou du transcendant, à propos de la high-tech et des nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle on s'est associé sur un certain nombre de choses. David travaille sur les représentations de l'humain, il travaille sur les représentations du social, sur euh, tout ce qui est cryptique et tout ce qui est lisible dans ces nouveaux imaginaires des technologies. Et il a mené des travaux actuellement, il mène des travaux actuellement sur le transhumanisme et cette question de l'évolutionnisme post-biologique. Et donc, un grand honneur que tu nous fais, David, d'être là aujourd'hui Merci pour beaucoup, Lionel. présenter tes travaux. Et donc, désormais, la parole est à toi. Je serai modérateur avec Véronique de cette séance aujourd'hui. C'est à toi. Très bien, merci. Merci beaucoup, Lionel. Merci à Lionel et Véronique pour l'invitation. Merci pour cette très élogieuse présentation. Donc, ce que je vous présente ici, évidemment, ça va être, c'est un sujet qui me dépasse, hein, j'ai envie de dire. Dans le temps qui m'est imparti, ça va être très difficile d'être concis. Je vais essayer de l'être. Euh, pour vous présenter un petit peu en préambule, là, avant de commencer, vous dire ce qui m'intéresse ici, c'est un peu une déconstruction en fait des postures évolutionnistes, notamment des transhumanistes, mais pas que, hein, parce que en fait, ce que je vous propose, c'est une sorte d'archéologie en fait de ces idées relativement contemporaines, parce qu'on va voir elles sont pas si contemporaines que ça, autour de cette question du coup de l'évolutionnisme post-biologique et des différentes théories qui peuvent s'y rattacher. Euh, voilà, donc c'est quoi, de quoi s'agit-il, hein, de quoi je veux vous parler en parlant d'évolutionnisme post-biologique? On peut l'entendre un petit peu de trois manières différentes, et j'ai envie de dire que ces trois manières différentes peuvent être aussi envisagées, en tout cas elles sont envisagées par certains, notamment transhumanistes, comme une sorte de séquentialité. Euh, la première, euh, théorie ou visée un peu d'évolutionnisme post-biologique, elle pourrait se manifester dans ce que Alfred Lotka, donc un célèbre mathématicien et démographe pionnier dans la statistique des populations, euh, qu'il a énoncé dans les années 50, c'est l'idée d'évolution exosomatique. Donc exosomatique, littéralement, en dehors du corps. Donc c'est l'idée de la poursuite de l'évolution. Donc l'évolution, je ne vais pas vous faire un dessin, mais j'entends par là la sélection naturelle, l'adaptabilité des organismes à l'environnement, la lutte pour l'existence et l'hérédité, dans la sphère technique. Euh, c'est la posture d'Alfred Lockta, et qui va être, en fait, il n'est pas l'unique hein, finalement à avoir cette posture, mais c'est lui qui systématise un peu l'idée. L'idée qui est en arrière-plan, c'est que les artefacts, la technique en d'autres termes, sont des organes artificiels externalisés qui s'agrègent à nos conditions d'existence et qui deviennent un peu les principaux vecteurs de notre relation à l'environnement. Donc cette idée-là, en fait, on la retrouve hein, bien avant Lotka, on la retrouve déjà, je sais pas, chez Bergson par exemple. Dans l'évolution créatrice, on la retrouve évidemment chez Leroy-Gourhan, plus près de nous chez Canguilhem, euh, Simondon ou encore Stigler. Donc cette idée, c'est que la technique, elle est constitutive du vivant. C'est pas quelque chose d'autre. C'est pas en dehors du vivant. Elle est constitutive du vivant et de son évolution. Ça ne veut pas dire que les artefacts sont vivants, mais ça veut dire qu'ils participent de la vie. Là, je reprends une idée de Simondon, hein, c'est qu'effectivement, l'homme et la technique, ils entretiennent une relation transductive. C'est-à-dire que il n'y a pas d'homme sans technique, il n'y a pas de technique sans homme, pour le dire très simplement. Donc là, je vous mets une ou deux citations qui exemplifient, qui illustrent bien finalement mon propos. Une citation de Stigler qui dit qu'à partir du moment où s'amorce ce processus d'extériorisation, un être nouveau apparaît qui s'émancipe progressivement de la pression de la sélection en plaçant les critères de sa puissance
hors de son propre corps et donc de son enveloppe génétique, développement pour survivre des objets techniques à travers lesquels la vie se poursuit dans de nouvelles conditions et par d'autres moyens que la vie. Ça, c'est une idée assez fondamentale de cet évolutionnisme exosomatique. Je prends une autre phrase de Lotka qui dit, dans la lutte pour l'existence, l'avantage doit revenir aux organismes dont les dispositifs de capture d'énergie sont les plus efficaces pour diriger les énergies disponibles vers des canaux favorables à la préservation de l'espèce. Il faut souligner que Lotka est aussi un peu un pionnier des approches physiques de la biologie. Et c'est peut-être un des premiers, d'ailleurs, Wiener lui rend peut-être pas trop justice, mais à mobiliser l'entropie et les lois de la thermodynamique pour questionner l'évolution des systèmes auto-organisés. Ce qu'on retrouve aussi chez Prigogine, par exemple. La deuxième façon d'envisager cet évolutionnisme post-biologique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution endosomatique, c'est-à-dire au contraire, hein, qui consiste non plus à externaliser les caractères de la puissance, mais à internaliser la technique elle-même, à l'incorporer. Euh, donc effectivement, j'en ai discuté assez récemment avec Serge Tisseron, qui a publié plusieurs articles en parlant de ce processus-là. On retrouve ça aussi chez Stigler, hein, finalement, cette idée qu'il y a une sorte de processus d'internalisation qui succède au processus d'externalisation. Euh, il y a aussi une idée récurrente autour de cette. Il y a presque une nécessité d'évolution endosomatique qui serait liée justement à la nécessité de s'adapter aux conditions d'existence suscitées par l'exosomatisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un environnement totalement artificiel et on voit bien qu'aujourd'hui, on est aussi contraint de s'adapter à lui-même. C'est une idée centrale d'ailleurs dans le transhumanisme. Ils prennent souvent cet exemple du pilote d'avion dans un avion de chasse contemporain. S'il n'est pas équipé, en fait, s'il n'est pas augmenté, l'homme, bah, en fait, il ne peut pas piloter l'avion. Donc, il doit s'adapter à ces conditions. Donc, alors, c'est pas endosomatique pour le coup, parce que c'est plutôt des casques euh, qui embarquent de l'intelligence artificielle ou autre, mais c'est cette idée-là qui est assez centrale de nécessaire adaptabilité au monde qu'on a créé, d'une certaine manière. Et puis, dans cette idée d'évolution endosomatique, elle aussi, elle est extrêmement traitée, évidemment, par les transhumanistes, hein, qui promeuvent ce que j'ai appelé, dans un article, une sorte de néogénisme libéral. Euh, Donc le terme est un peu, bon, je pense qu'il faudrait le revoir. Mais il y a l'idée de, effectivement, il y a deux idées qui sont fondamentales chez les transhumanistes. Une idée qui a été énoncée d'abord par Timothy Leary, qui est grand, euh, donc avec des perspectives un peu New Age, etc., mais qu'on retrouve dans le vocabulaire des extropiens, par exemple, c'est l'idée d'intentional speciation, donc la spéciation intentionnelle, ou la liberté morphologique, hein, l'idée qu'on pourrait se modifier de la manière dont on a envie, hein, au cœur quand je dis libéral, c'est à la fois sur un plan économique et sur un plan philosophique, évidemment, puisque ça serait donné à tout le monde de pouvoir se modifier par le truchement des technologies, hein. Donc, je pense au biohacking ou des choses comme ça, par exemple, qui sont des bons exemples aussi de cette perspective d'évolution endosomatique. Et puis donc voilà, je mets deux citations ici, c'est des citations de Norbert Wiener dans Cybernétique et Société, qui nous dit on a modifié si radicalement notre environnement qu'on doit nous-mêmes nous modifier pour vivre à l'échelle de ce nouvel environnement. Une autre phrase célèbre de Wiener, c'est celle qui consiste à dire qu'on a un nouveau type d'ingénierie prosthétique qui s'ouvre avec la cybernétique, donc qui met en jeu non seulement la construction de systèmes hybrides qui comportent des éléments humains et mécaniques, mais qu'aussi on pourrait finalement créer des prothèses pour disposer de parties dont nous ne sommes pas dotés et qu'on n'a jamais eues. Donc ça, c'est des idées énoncées déjà en 1960. La troisième et la plus radicale, j'allais dire, posture autour de cette idée d'évolutionnisme post-biologique, c'est l'idée d'espèce post-biologique, hein, c'est-à-dire la possible émergence, notamment au sein de la robotique et l'IA. Hein. L'IA serait un peu le moteur de cette espèce post-biologique. Euh, donc on trouve déjà ça au début de l'ingénierie informatique, hein, en fait, autour par exemple des projets de vie artificielle de Christopher Langton, pas que lui, hein, qui tente de designer finalement des systèmes intelligents qui sont mus par les principes de l'évolutionnisme darwinien, notamment la sélection naturelle et l'adaptabilité. Euh, donc il y a en arrière-plan l'idée qu'on pourrait, que des robots, des machines intelligentes pourraient finalement accéder au statut d'espèce post-biologique à proprement parler.
Une autre idée d'espèce biologique, mais qui est complètement liée aux autres, c'est l'idée de transcender les limites biologiques humaines pour fusionner avec la machine autour des idées de mind upload, de world brain emulation, par exemple, hein, de téléchargement de la conscience dans la machine, alors qui peuvent paraître évidemment bien farfelus, hein, mais qui finalement s'inscrivent aussi, j'essaierai de le montrer, dans une vision quasiment cosmologique de l'évolution, comme quelque chose qui doit advenir, quoi, d'une certaine manière. Donc je ne l'ai pas dit, mais évidemment, mais je pense que le récit évolutionniste dans son ensemble est traversé aussi par, j'allais dire, des postures plus ou moins scatologiques ou millénaristes. Alors on sait bien que beaucoup des défenseurs de la théorie évolutionniste la fondent sur justement hein, le hasard, mais bon, je vous rappelle aussi que Cybernétique et Société, le premier chapitre s'appelle Le hasard est une notion scientifique, c'est intéressant. Mais il y a une dimension éminemment téléologique finalement qui irrigue tous les récits évolutionnistes hein, qui se sont déployés en Occident. Euh, et ce dont je vais vous parler s'inscrit clairement dans cette visée-là. Au sein de l'ingénierie informatique, hein, il y a aussi l'algorithmique ou la robotique évolutionnaire qui voudrait doter les machines notamment d'un programme d'autopréservation. Il y a la question, et c'est une question qui se pose, qui est assez brûlante, hein, qui a été récemment traitée par des chercheurs à propos des larges modèles de langage. Euh, c'est la problématique de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va advenir si on dote ces machines d'une sorte de sentiment d'autopréservation. Est-ce qu'on pourrait faire émerger une conscience artificielle? Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça va arriver, je suis en train de vous dire, hein, de vous parler de discours que j'analyse, hein, et loin de moi l'idée de dire c'est vrai, c'est faux, c'est bien, c'est mal. C'est pas mon objectif ici, hein, mais plutôt de vous présenter un petit peu euh, voilà, cette archéologie de ces idées. Donc là, je vous mets une phrase d'un ingénieur informatique, Irving J. Good, qui est j'allais dire, une référence centrale chez Werner Winge, notamment j'allais dire, l'inventeur du concept de singularité, qui est aussi central de l'idéologie transhumaniste contemporaine. La singularité, c'est cette idée d'un seuil au-delà duquel la machine va surpasser l'intelligence humaine. Euh, et notamment hein, quand il parle euh, de son principe de singularité, il cite cette phrase de Irving J. Good, qui consiste à dire que, bah, supposons qu'existe une machine surpassant l'intelligence, tout ce dont est capable un homme, bah, cette machine, elle pourrait à son tour créer des meilleures machines qu'elle-même, et quelque part, la machine ultra intelligente sera la dernière invention que l'homme aura besoin de faire, à condition que la dite machine soit aussi docile pour constamment lui obéir. Donc on voit tout de suite la tension du contrôle de la machine qui contrôle, ou du contrôle de la machine qui est finalement au cœur des débats contemporains autour de l'intelligence artificielle générale, de cet horizon de l'intelligence artificielle générale, qui fait peur, mais qui enthousiasme beaucoup, qui excite ou qui exalte, j'allais dire, les transhumanistes, dans lequel je mettrais clairement, par exemple, Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui est un transhumaniste qui ne dit pas son nom, hein, mais qui coche toutes les cases de l'idéologie transhumaniste. Donc c'est assez fou hein, d'ailleurs de constater à quel point ce concept d'intelligence artificielle générale, qui est vraiment un concept initialement transhumaniste, s'est banalisé hein, je vais dire, dans l'espace discursif contemporain, puisque tous les géants de la tech aujourd'hui finalement rivalisent les uns les autres à dire c'est moi qui vais finalement établir l'intelligence artificielle générale avec cette idée d'une intelligence artificielle safety, hein, donc, contrôler, qu'on puisse contrôler, etc. Donc c'est assez fascinant, je trouve, hein, pour moi qui suis un observateur du transhumanisme, par exemple, depuis une bonne quinzaine d'années, de constater que ce que j'observais, qui était finalement assez marginal, et que la science, dans son ensemble, avait tendance à marginaliser elle-même, eh bien, devient finalement quelque chose de tout à fait envisageable. J'en veux pour preuve, hein, il n'y a pas longtemps, j'étais à un séminaire en visioconférence du CNRS avec un directeur de recherche en informatique qui a ouvert sa présentation sur cette idée de quand est-ce que ça va arriver, cette intelligence artificielle générale. Moi, j'étais très surpris parce que je vais dire, en France, on n'avait pas l'habitude de faire ce type d'annonce un peu prophétique. Donc, bon, je reviendrai sur cette idée-là. Donc, si on va faire un peu la généalogie, alors je vous dis, évidemment, si on prend les termes de Foucault, généalogie et puis archéologie, c'est pas la même chose. Donc, j'emploie peut-être un mauvais terme, c'est plutôt une archéologie que je vous propose ici, de cette idée. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est euh, ce livre assez extraordinaire hein, de Samuel Butler, publié en 1871.
euh, Hero One. Donc Hero One, c'est une sorte de dystopie hein, où Butler imagine une société qui, fort de toutes ces avancées technologiques, elle aurait brutalement fait marche arrière en s'apercevant d'une certaine manière que les machines poursuivent l'évolution sur Terre et serait finalement en passe de remplacer littéralement l'espèce humaine sur Terre et dans la lutte pour l'existence, c'est-à-dire de gagner cette lutte pour l'existence contre les espèces biologiques. Alors, en fait, dans le livre des machines, hein, qui est une partie, alors qui est tiré d'un article qui était Darwin parmi les machines, qu'il avait publié auparavant et qu'il a intégré dans Hero One, euh, il, il met un peu en lumière toutes les thématiques de l'évolutionnisme post-biologique que j'ai évoquées, c'est-à-dire à la fois exosomatique, à la fois endosomatique, à la fois vraiment post-biologique. Euh, donc il a cette phrase, par exemple, hein, j'en prends une au hasard, mais il y en a mille autres. Nous créons nos propres successeurs, chaque jour nous améliorons la beauté et la délicatesse de leur organisation, chaque jour nous leur donnons un peu plus de puissance. Alors j'aime bien cette phrase, c'est quand même très contemporaine, je vais dire. Nous leur conférant par toutes sortes d'ingénieuses inventions cette capacité d'autorégulation et d'automaticité qui sera pour eux ce que l'intelligence a été pour le genre humain. Les siècles passants, nous nous retrouverons leur inférieur. Donc ça, c'est quand même très intéressant. On dirait qu'il a déjà lu des écrits de la cybernétique en parlant d'autorégulation et d'automaticité, alors qu'on est en 1871. Alors ça, c'est quand même intéressant aussi hein, de le souligner. Je ne l'ai pas dit en préambule, j'aurais pu le faire. Que ces idées-là, il y a quelque chose quand même de très intéressant, une sorte de coïncidence historique. Il y a un télescopage en fait entre la progressive émergence des théories développementalistes et évolutionnistes, j'allais dire du 17, surtout évidemment le 18e, 19e siècle, et la révolution industrielle. Donc il y a une sorte de collusion. Tout de suite, il y a une rencontre, un dialogue fécond en fait entre le développement technologique en Occident et le dévoilement des théories évolutionnistes. Euh, donc là, clairement, là, il nous parle j'allais dire, d'évolutionnisme post-biologique. Euh, donc c'est intéressant, j'avais mis évidemment au début de ma présentation, si je le reprends ici, hop, évidemment je n'ai pas mis une montre par hasard, une horloge, hein, puisque c'est un peu le premier automate qui a fasciné tout l'Occident médiéval. Et c'est intéressant aussi parce que dans Hero One, en fait, il y a un visiteur qui vient du monde des machines d'une certaine manière, qui arrive à Hero One, et il a une montre. Hein. Et le premier truc que font les habitants d'Hero One, c'est de lui enlever sa montre et de la casser. Donc il y a quelque chose de très, très symbolique là-dessus. Euh, voilà. Donc, il a aussi une autre réflexion qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a à Erwan, quelqu'un d'autre, un auteur, qui conteste la décision d'abolir définitivement les machines en affirmant que les machines devraient être considérées comme une partie de la propre nature physique de l'homme, n'étant en réalité que des membres extracorporels. Il parle de l'homme est un mammifère vertébro-machiné. Et il faut considérer les machines comme le mode de développement par lequel l'organisme humain est en train de se perfectionner. Donc là, on est clairement dans l'évolution exosomatique. Donc c'est intéressant, il y a déjà cette tension, quoi. Et il propose par ailleurs aussi, ça c'est très intéressant, de resituer la question de la lutte pour l'existence sur le plan des inégalités machiniques entre les hommes. Et ça c'est d'ailleurs Karl Marx dans Le Capital, hein, euh, dans une note de bas de page, hein, c'est assez marginal, mais il évoque cette idée qu'il faudrait peut-être appliquer les théories de l'évolution de Darwin au rapport de production. C'est-à-dire, en fait, ça pourrait éclairer. Aujourd'hui, en fait, les inégalités biologiques sont des inégalités finalement biologico-machiniques, pour le dire un peu dans les termes de Butler. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est des questions aussi très contemporaines, finalement, hein, cette lutte pour l'existence sur le plan des inégalités machiniques, hein, c'est-à-dire la propriété ou l'accès aux moyens de production. Mais c'est fondamentalement, donc ça, Butler, il me semble, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il faut relire ce livre qui est d'une actualité assez frappante. Euh, alors même qu'on est, j'allais dire, au tout début euh, pas au début de la révolution industrielle, mais à son apogée, hein, d'une certaine manière, milieu et puis fin du 19e siècle. Un autre auteur qui publie sensiblement à la même époque, hein, attendez, je vais enlever ça peut-être parce que vous allez. Voilà. Euh, c'est Ernst Kapp, qui est donc un philosophe allemand qui publie une première philosophie de la technique, hein, ça n'a pas existé avant lui,
Donc, il publie une philosophie de la technique. Donc, c'est un philosophe allemand alors qu'on peut qualifier d'hegelien, clairement, hein, très idéaliste, et qui est par ailleurs, voilà, qui rédige une partie de son livre sur la philosophie technique aux États-Unis, hein, puisqu'il part euh, au Texas, en même temps qu'il écrit son livre. Donc, c'est vraiment un Scap, le théoricien de l'externalisation technique, mais avec une vision qui lui est propre, hein, et qui est liée aussi à son idéalisme hegelien. Donc, première réflexion d'abord, ça c'est une théorie qui est très répandue aussi au 19e siècle, alors qui a été évidemment complètement, j'allais dire aujourd'hui, démentie par les scientifiques. Euh, Ernst Kapf, il part d'abord d'une réflexion, c'est que l'homme se situe au plus haut degré dans l'échelle des êtres. Il ne peut pas y avoir plus haut. Et il s'appuie notamment sur la théorie de la récapitulation, hein. Je ne sais pas si vous voyez, donc je fais référence à Ernst Haeckel, euh, donc évolutionniste allemand, qui est le principal, j'allais dire, défenseur de la théorie évolutionniste dans l'Allemagne du 19e siècle, et qui a des écrits assez extraordinaires, et notamment des dessins qui sont fabuleux. Et sa théorie de la récapitulation consiste à dire, en gros, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'évolution, dans les différents stades embryonnaires de l'évolution de l'homme, en fait, on retrouve toute l'histoire naturelle qui a précédé l'homme, c'est-à-dire qu'on voit toute l'évolution des espèces dans l'ontogénèse, dans l'embryologie. Euh, Cette idée, c'est l'idée finalement que l'homme porte en lui, c'est ce que dit Cap d'ailleurs dans un autre ouvrage que la philosophie de la technique, la mémoire de tous ses ancêtres. Il est l'apogée de l'évolution. Et il accomplit, donc ça c'est très hegelien, la destinée de l'esprit en fait, hein. Donc c'est très lié à la philosophie progressiste historique de Hegel évidemment. Il accomplit la destinée de l'esprit et achève l'évolution par la médiation technique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la médiation technique, c'est pas une fin du tout en soi pour Cap. C'est un outil de médiation pour l'émergence de la conscience de soi, hein, et du coup la destinée, j'allais dire l'accomplissement de la destinée de l'esprit. Donc la technique, pour lui, c'est la projection inconsciente des formes et des fonctions de l'organisme. Il y a une dialectique du dedans et du dehors, c'est-à-dire qu'en fait, toute l'entreprise technique, et ça c'est très intéressant pour notre époque contemporaine aussi, hein, de se poser cette question, elle est une entreprise d'anthropomorphisation de la matière qui donne progressivement accès à la pleine conscience de soi et à l'accomplissement de l'esprit. Donc l'idée de Cap, si vous voulez, hein, d'ailleurs c'est le sous-titre de son ouvrage Philosophie de la technique, c'est une nouvelle théorie de la connaissance et de la culture, hein. C'est-à-dire que la médiation technique autorise l'homme à développer la conscience de soi et finalement à devenir en quelque sorte le maître de l'univers, ou en tout cas le héros inconscient, j'allais dire, de l'évolution de l'univers. Euh, donc ça, c'est aussi, je pense, un auteur extrêmement important et qui a influencé. Alors, tout le monde ne lui rend pas hommage parce qu'évidemment, il est pétri de cet idéalisme hegelien, je pense, qui n'est pas partagé du tout par tous, évidemment. Euh, et puis, sa théorie a des limites, puisqu'on n'externalise pas que des fonctions du corps. C'est ce que dit Canguilhem à propos de Cap, hein, qui reprend son idée d'ailleurs d'externalisation technique, mais il dit la roue, par exemple, évidemment, c'est pas une projection inconsciente des formes ou des fonctions des organismes humains, ça n'existe pas chez l'homme. Euh, donc il dit il y a des limites, mais par contre, évidemment, il met en lumière un processus extrêmement intéressant d'externalisation d'organes artificiels à l'extérieur de lui-même. Alors aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais Cap, évidemment, euh, j'allais dire, plongé dans les idéologies de son temps, donc c'est un organiciste euh, j'allais dire, accompli. Et il voit par exemple l'État pour lui, hein, c'est le supraorganisme un petit peu, euh, j'allais dire, le plus abouti finalement de cette extériorisation technique, hein. Donc il voit l'État comme un organisme aussi vivant. Et finalement, il a la perspective d'un État global, transnational, qui serait la projection ultime de l'homme. Donc, sa perspective, elle nourrit vraiment tout un tas de travaux sur l'anthropogénèse. Je pense à Bergson, qui le cite très vite fait, Leroy-Gourhan, qui le cite pas du tout, Canguilhem, qui le cite, Simondon, qui le cite, et Stigler aussi, mais toujours en marge. Par contre, ils reprennent vraiment cette idée que la technique est un processus d'externalisation organique qui préside, en accord avec le vivant, à l'évolution de la vie. Donc là, je mets une petite citation de Bergson qui dit, pour apprécier l'homme à sa juste valeur zoologique, en fait, il ne faudrait pas séparer naturel et artificiel aussi radicalement qu'on le fait. Ce qu'il faut expliquer surtout, c'est pas que l'instrument prolonge ou imite l'organe, c'est l'idée d'un tel prolongement, une telle imitation, d'utiliser à cet effet les propriétés de la manière inerte, bref, d'entrer dans les voies de l'artificiel. Donc ça, c'est dans l'évolution créatrice, bien sûr.
Donc ça m'apparaît aussi, j'allais dire, tout un courant de pensée très important sur ces questions qui nous intéressent ici. Évidemment, l'autre moment incontournable de cette histoire, c'est le moment cybernétique. Je reprends le titre d'un ouvrage de Mathieu Triclot, Le moment cybernétique. Je trouve que c'est bien vu parce qu'effectivement, il y a une bascule, hein. Il y a moi, quelque chose de pivot dans les travaux de la cybernétique, qui part, j'allais dire, dans le premier article publié par Rosenbluth Wiener euh, sur la téléologie, pardon. Il part d'une ontologie informationnelle de l'homme, l'animal et la machine, qui autorise finalement la conception de machines auto-adaptatives. Alors, c'est intéressant aussi de s'apercevoir, de relire Wiener. Moi, je l'ai fait en fait, c'est-à-dire j'avais déjà lu, bon, je crois que j'ai lu un paquet de fois son livre, mais de le relire avec en tête une grille d'analyse qui soit celle de la philosophie évolutionniste est extrêmement intéressante parce que toute la cybernétique est irriguée en fait par des idées évolutionnistes. C'est le concept même de feedback euh, est dans l'idée de Wiener la condition de l'adaptabilité des organismes à leurs conditions d'existence. Et quand il parle de machine apprenante, il parle d'auto-adaptation. Euh, Quand il parle de machine intelligente, il parle d'auto-adaptation aussi. Avec cette idée voilà, qui développe surtout dans un ouvrage tardif, dans God and the Golem, que finalement ces machines pourraient mimer les processus ontogénétiques, hein, c'est-à-dire d'évolution des individus. Donc une idée centrale de la cybernétique, mais qu'on voit quelque part chez Lotka déjà, bon, chez tout un tas d'auteurs contemporains qui travaillent sur des idées d'évolutionnisme associées aux théories thermodynamiques, c'est que l'information conditionne l'adaptation par rétroaction d'un système face au flux qu'il reçoit. Donc qui peut entraîner un changement d'état, une évolution ou une nouvelle structure. Donc euh, il y a l'idée finalement aussi que comment dire, la matière elle-même et les auto-organisations qu'on peut observer dans la matière euh, sont de complexité moindre évidemment que le vivant, mais sont déjà, évidemment, il y a comment dire, une sorte de barrière qui s'effondre hein, avec la cybernétique entre l'artificiel et le vivant, puisque finalement on peut tout analyser à l'aune de ce principe informationnel voilà, qui conditionne, j'allais dire, les formes que l'organisation même de la matière et son devenir. Donc, il y a une idée aussi centrale, finalement, c'est qu'il y a une obsession, comme le disait Dupuis à propos de la cybernétique, une obsession pour les modèles, hein, ce que les Américains appellent pattern. Et d'ailleurs, si on écoute quelqu'un comme Raymond Kurzweil, grand chantre du transhumanisme, il s'affiche, lui, comme un paterniste. Je suis un paterniste. C'est intéressant. C'est-à-dire que le modèle préexiste en quelque sorte à la réalité. Euh, et l'idée que les modèles sont perpétuellement reconfigurés par les flux d'informations. Et qu'envisager l'homme, l'animal ou la machine sous l'angle d'un modèle évolutif met en lumière, j'allais dire, quelque part, quelque chose qui ressemble au vitalisme, quelque part, l'information est comme l'élan vital chez Bergson, c'est ce qui auto-organise la matière et qui la fait évoluer. On retrouve aussi bah, ces idées centrales encore plus explicites dans la seconde cybernétique avec John von Neumann et ces automates autoréplicatifs qui sont inspirés des automates cellulaires, avec l'idée qu'on pourrait créer des machines qui sont capables de copier non seulement leur structure, mais aussi leur programme. Donc je pense que là, vraiment, il y a quelque chose d'énorme hein, avec la cybernétique. Euh, qui- alors que toutes ces idées ne sont pas nouvelles, mais qui les synthétisent là, dans ce champ disciplinaire qui finalement a une courte vie, mais dont l'IA est évidemment un avatar, ou les sciences cognitives, si on suit Dupuis par exemple, euh, dans l'appréhension des phénomènes évolutifs. Donc une autre idée qu'on voit émerger de façon assez évidente dans les années 60-70, c'est ce passage dont je parlais tout à l'heure de l'exosomatisation à l'endosomatisation, c'est-à-dire la- l'idée euh, d'une incorporation finalement de la technique à nos conditions d'existence biologique. Évidemment, c'est la figure du cyborg. Vous le savez, hein, je pense que tout le monde le sait. La figure du cyborg, elle n'est pas, c'est pas une idée développée par Wiener. Hein, les cyberorganismes, c'est d'abord un projet, j'allais dire, qui va être un vrai projet de la NASA d'ailleurs, hein, dans la conquête spatiale. Hein. Et donc, c'est un concept qui est inventé par deux physiologues qui traitent justement de la question des voyages spatiaux et qui pose la question tout de suite. Hein, c'est la première phrase de l'article de Klein and Kleitz.
eh bien, il va falloir modifier la biologie humaine et il va falloir sans doute l'hybrider avec de la machine en vue de son adaptabilité à l'environnement extraterrestre. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas fait pour vivre dans des conditions gravitationnelles différentes ou dans des environnements qui sont dépourvus d'oxygène. Eh bien, il va falloir, par le truchement de la technoscience, modifier l'homme lui-même pour s'adapter aux conditions d'existence extraterrestre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 60-70 aussi, cette perspective de la conquête, et j'allais dire de la colonisation spatiale, euh, voilà, oui, il faut lire Gérard O'Neill et High Frontier, là, cette idée, donc d'ailleurs, qui est un moment fondateur dans le mouvement transhumaniste, c'est-à-dire la colonisation, la perspective de la colonisation spatiale, est vraiment un moment fondateur où se joue beaucoup finalement, j'allais dire, les termes de ce que va devenir le transhumanisme. Euh, Parce que cette adaptabilité à l'environnement extraterrestre, c'est pas un choix. Il y a l'idée aussi que c'est une fatalité et que il y a une dimension téléologique en arrière-plan de cette évolution. On doit, en fait. Hein. Là, j'aime bien cette phrase de Bobby Azarian, c'est un neuroscientifique, euh, j'allais dire conquis à l'idéologie transhumaniste, qui a cette phrase, se propager dans l'univers est un impératif de survie thermodynamique. Donc encore une fois, voilà, la thermodynamique qui pousse finalement l'évolution, qui est l'opérateur fondamental euh, de cette évolution. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et si on lit Gérard O'Neill par exemple, euh, c'est pas un choix qu'on fait d'aller dans l'espace. Hein. Je vous rappelle aussi qu'il y a une sorte de coïncidence assez incroyable. La publication du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance coïncide d'une certaine manière avec l'ouverture de l'horizon spatial. Donc il y a l'idée que finalement, ben, regardez, finalement, on est amené de toute façon à aller peupler l'univers et à sortir de cette Terre dont les limites ont été mises en lumière par notamment le rapport Meadows. On retrouve aussi vraiment ces idées alors, centrales dans le récit cyberpunk et dans la hard science-fiction californienne des années 70-80. Euh, je pense à des auteurs, évidemment, on commence par Bernard Winch, mais aussi, surtout, j'allais dire, William Gibson. Bon, on trouve ces idées-là aussi chez Philip K. Dick, qu'on a rétroactivement intégré au cyberpunk, mais ce ne serait pas lui faire justice. Je pense que c'est un visionnaire qui déborde ce champ-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ces récits cyberpunk et la science-fiction californienne, pardon, donc sont pétris de ces idées de colonisation spatiale, irrigués complètement par un vocabulaire évolutionniste, la mutation, l'évolution, et l'idée presque d'une explosion cambrienne post-biologique. C'est-à-dire vraiment la possibilité d'une transformation, j'allais dire, illimitée euh, de la biologie humaine, qui est mise en scène dans tout un tas euh, de romans. Donc ce récit cyberpunk, hein, j'insiste pas, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il est aussi au cœur finalement de l'émergence de la cyberculture californienne des années 80-90, qui l'accompagne littéralement, quoi. L'un va pas sans l'autre, à tel point que d'ailleurs, cyberpunk, ça va être une façon pour les membres de cette cyberculture naissante, j'allais dire, de la Silicon Valley, une façon de se désigner eux-mêmes. On est des cyberpunk. Donc, autre idée fondamentale de cette exosomatisation, là, qui est plus poussée par les transhumanistes contemporains, c'est l'idée que, en fait, c'est fatal, il faut le faire. Sans quoi, sans quoi, en fait, si on ne se conforme pas à la machine, on risque de voir notre espèce s'éteindre. Donc finalement, c'est un choix qui n'en est pas un. Je parlais de néogénisme libéral tout à l'heure, c'est un choix qui n'en est pas un aux yeux des transhumanistes. C'est-à-dire, les bioconservateurs vont rester sur la touche et s'éteindre. Et en revanche, les transhumanistes qui, je vais dire, euh, sont OK pour cette idée de fusionner avec la machine, eh ben, vont survivre. Euh, alors, ça peut paraître trivial, mais l'idée fondamentale qu'il y a derrière le projet Neuralink de Elon Musk, finalement, s'inscrit complètement dans cette perspective-là. C'est-à-dire, pour Elon Musk, c'est une façon euh, de, de- de- de faire évoluer l'homme dans un contexte où lui, le premier, en fait, alors même s'il a dit l'IA est dangereuse, je me retire du comité de. C'est assez extraordinaire. Il est finalement aussi convaincu que les autres, Musk, d'une émergence imminente d'une intelligence qui va surpasser l'homme. Et donc il faut s'adapter, pour reprendre un titre de la fille de Stigler. Euh, bon, Barbara Stiegler, pardon, c'est quand même pas trop lui rendre l'honneur de dire la fille de Bernard Stiegler. Je parlais de Barbara Stiegler, évidemment, il faut s'adapter. Là, je vous mets des représentations voilà, du cyborg, évidemment.
naissant. Et puis la sphère de Bernal, c'est les projets de colonisation spatiale des années 60. Je vous mets aussi, alors je sais pas, hein, pour ceux qui sont de ma génération, moi c'est une série qui m'a beaucoup marqué. Euh, alors, en France c'est un petit peu moins cher, c'est L'homme qui valait 3 milliards. Mais qui est assez géniale parce qu'elle concentre beaucoup d'idées. Alors d'abord, elle est basée hein, sur un livre qui s'appelle Cyborg de Martin Kaidin, qui était lui-même un non, pas un astrophysicien, pardon, un grand ingénieur en aéronautique, et qui allait lui-même chercher chez Jack Steele, qui est lui, par contre, un ingénieur en aérospatial, le concept de bionic qui fait converger biologie et électronique. Elle est intéressante cette série parce que vous voyez l'histoire donc de l'Imager qui incarne l'homme qui valait 3 milliards. C'est d'abord c'est un astronaute qui est gravement blessé lors d'un accident dans une fusée et qui finalement va être reconstruit presque intégralement avec des prothèses machiniques. Hein, vous voyez, alors c'est pas Neuralink, c'est pas Neuralink, mais c'est Neuralink, vous voyez, Bionic, Neuralink. On voit. Donc voilà, donc j'allais dire, c'est l'archétype de l'homme augmenté. Euh, L'homme qui valait 3 milliards. C'est intéressant aussi qu'il ait un prix tout de suite, hein. Donc on dirait qu'il y a une problématique marchande et économique qui s'insinue tout de suite là, dans le truc. En tout cas, je trouve cette série très intéressante. Si vous ne l'avez jamais vue, alors c'est pas évidemment des scénarios extraordinaires. Moi, je vous encourage au moins à regarder j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs, à regarder la bande originale, enfin le début là, c'est assez génial, euh, cette mise en scène, quoi. Donc là, je vous montre ici là donc ça c'est Mondo 2000. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la revue, j'allais dire de la cyberculture underground de la Silicon Valley des années 80-90, qui est finalement l'ancêtre de Wired, hein. Wired d'ailleurs fait honneur à Mondo 2000 comme un de ses ancêtres, un des pionniers, quoi. Et c'est assez inclassifiable, c'est assez extraordinaire. Moi, je crois avoir lu quasiment tous les numéros de Mondo 2000, donc c'est un mélange très curieux entre New Age et New Age. Alors, vous voyez, c'est New Age avec un E-D-G-E, hein, ça signifie technologie de pointe. Donc, ils font converger en quelque sorte les espérances eschatologiques du New Age avec celles des technologies de pointe. Et c'est complètement irrigué, alors là, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, par un vocabulaire évolutionniste, hein. Si je prends juste voilà, le leitmotiv un peu de Mondo 2000, Mondo 2000 est là pour couvrir voilà, l'hyperculture et il amène, voilà, en gros, les dernières mutations interactives entre l'homme et la technologie aux mesures qu'elles arrivent et qui fait sentir voilà, un general sense, un sens général que nous sommes en train de vivre à une sorte de joncture dans l'évolution de l'espèce. Donc là, il y a vraiment dans ces revues, j'allais dire, elles sont vraiment irriguées par ces idées d'évolution de l'espèce, qui sont très basées aussi. Alors, un auteur très important dans ces revues, c'est Timothy Leary, hein, qui est donc un grand gourou de la contre-culture américaine. Hein. D'abord un grand gourou du New Age, mais qui va devenir un des grands gourous du cyberspace, du cyberespace, et qui va être un des grands promoteurs justement de cette idée d'intentional speciation. Il joue un rôle un petit peu, j'allais dire, important de ramener le cyberpunk dans la philosophie, par exemple, dans la psychologie. Euh, il joue un rôle très important hein, dans ces revues de l'époque. Alors, je vous mets une citation là de Hans Moravec, qui est aussi un auteur très important hein, au sein du mouvement transhumaniste en général. C'est un roboticien évidemment connu et reconnu hein, pour ses travaux. Et c'est aussi un grand théoricien finalement de cette idée d'évolutionnisme post-biologique. Si vous lisez Mind Children, qui est son livre phare un peu sur l'évolution robotique, en fait ça commence dès le départ, hein. Tout l'ouvrage est articulé autour de cette idée d'évolutionnisme post-biologique. Et c'est là où il développe, avec peut-être de la façon la plus systématique possible, l'idée de mind upload, hein, qui est déjà en germe en fait, hein, j'allais dire chez Wiener, avec l'idée de l'homme télégraphié, mais j'ai envie de dire qui est là depuis bien plus longtemps, avec tous les dispositifs de grammatisation, je pense, euh, au cinéma, à la photo, etc. Il y a déjà de ces idées en fait, hein, de pouvoir transporter l'homme comme un message à un endroit différent. Et évidemment Star Trek, hein, qui met en place, avec cette célèbre possibilité de déplacer un corps d'un endroit à l'autre. Et il dit vraiment, il commence son ouvrage comme ça, avec qu'à long terme, notre survie, en fait, elle nécessitera des conditions changeantes qui ne sont
pas de notre choix. Une partie doit être mise au rebut et remplacée par des nouvelles pièces pour rester en phase avec les conditions changeantes de l'évolution des concurrents. Donc là, ça revient complètement à ce que je vous disais. Pour lui, il y a clairement une sorte de séquentialité entre évolution exosomatique, évolution endosomatique, évolution postbiologique. D'abord, on sectorise dans la technique, on est contraint de s'adapter aux conditions techniques et on se technologise nous-mêmes. Puis, de toute façon, si on garde quoi que ce soit de biologique en nous, ne serait-ce que le cerveau, on perdra dans la lutte pour l'existence, la bataille avec les machines intelligentes. Et du coup, il faudra nous fusionner avec elles par le biais de cette idée de mind upload, de modélisation de la personnalité dans une machine. Donc voilà, il y a vraiment une idée au-delà de la biologie. Là, le développement technique s'autonomise au sens propre du terme, hein. Donc on parle beaucoup d'autonomie de la technique. Je pense que c'est, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter des mots au monde. Et je crois vraiment que c'est le cas. C'est-à-dire quand on parle de voiture autonome, c'est faux. C'est pas une voiture autonome. Elle n'est pas elle-même sa propre loi. Elle est guidée par des algorithmes qui sont programmés et des données qui sont stockées sur des serveurs. Enfin, je veux dire, il y a un abus de langage derrière l'idée d'autonomie, hein, toujours. Je pense que les roboticiens sont bien placés pour le savoir. Euh, voilà, bon. En tout cas, il y a cette idée, au-delà du biologique, que le développement technologique s'autonomise au sens propre du terme et donne naissance progressivement à des formes d'existence post-biologique qui pourraient à terme concourir à l'extinction des espèces biologiques. C'est aussi toute l'idée de la singularité, hein, le seuil de la singularité. C'est celui finalement qui il y a quelque chose de très religieux. Alors, j'ai décidé de pas trop en parler ici, mais évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement eschatologique. On pourrait faire remonter ça, cette archéologie que je vous fais là, on pourrait la faire remonter presque au rapport des unitariens, c'est-à-dire du protestantisme libéral nord-américain des années du 19e siècle et sa conjonction avec les théories évolutionnistes. Il y a une dimension très eschatologique là-dedans, évidemment. On retrouve presque l'idée de rapture aussi, hein, l'idée de évidemment, ceux qui seront sauvés, hein, c'est ceux qui seront augmentés technologiquement, pas les autres. Euh, donc il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est très intéressant à analyser. Donc bon, voilà un petit peu. Donc je vous mets en image cette idée de mind upload où là, ça c'est le projet de Dimitri Ivskov, hein, donc un transhumaniste millionnaire entrepreneur russe qui suit les idées de Moravec et qui dit que finalement la première étape, ça va être on va téléguider un robot. Via des interfaces neuronales, hein, des interfaces cerveau-machine. La deuxième étape, c'est qu'on va transférer carrément le cerveau humain dans la machine. La troisième étape, c'est qu'on va transférer la personnalité dans la machine via la modélisation du cerveau, euh, etc. Donc, tout ça paraît très farfelu, mais je vous rappelle par exemple, hein, c'est quand même intéressant de le souligner, que Sam Altman, via son fonds d'investissement e-Combinator, par exemple, finance une société qui s'appelle Netcom, et il y a souscrit lui-même. Donc à sa mort, il va se faire congeler le cerveau, cryoniser, découper en slices, et on va remodéliser son connectome, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire son réseau neuronal dans une machine pour qu'il puisse survivre finalement, au-delà de tout ça. Donc je vous rappelle, je suis en train de parler de Sam Altman, hein, donc c'est quand même j'ai pas envie de dire que c'est le nouveau Bill Gates, mais on sent bien quand même que c'est quelqu'un d'important dans le futur proche, au même titre évidemment que notre, j'allais dire ami, mais c'est pas vraiment mon ami, Elon Musk. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes ces théories s'appuient aussi sur une vision. Donc là, j'ai parlé finalement depuis le début plutôt de la phylogénèse, hein, d'une perspective d'évolutionnisme par rapport aux questions de la phylogénèse, hein, de l'évolution des espèces. Mais en arrière-plan, évidemment, de la phylogénèse, il y a une question, c'est celle de la cosmogénèse. Et là, c'est très intéressant d'aller observer comment s'est construit chez les transhumanistes euh, une téléologie cosmique de l'univers, euh, dont l'information constitue un peu la pierre angulaire, hein, d'ailleurs. Et qui est très liée aussi, donc la théorie de l'information, vous le savez, elle est très liée aussi à la thermodynamique, hein, puisque Shannon s'aperçoit en la rédigeant que finalement ça correspond euh, point par point aux travaux de la thermodynamique, son concept d'information, d'entropie ou de négantropie. Donc, c'est quoi cette téléologie cosmique, hein? Donc, téléologie, je veux dire, c'est qu'il y a une directionnalité dans l'évolution, hein. C'est là où ça rejoint aussi une perspective eschatologique et quasi religieuse, j'allais dire. Euh, il y a l'idée que l'univers est un système auto-organisé qui évolue continuellement vers un état de plus en plus complexe. Bon, ça rappelle aussi Lamarck ou Spencer, évidemment. Euh, L'idée que la biologie, finalement, notre corps n'est qu'une
un dispositif d'instanciation qui va accueillir l'intelligence un temps, mais que l'intelligence peut très bien être ailleurs, en fait. Et elle est déjà dans la matière, d'ailleurs, dans cette vision-là, là, en cosmogénèse, il y a déjà de l'intelligence de la matière, en quelque sorte. Mais qu'à un degré complexe beaucoup moindre que l'intelligence telle qu'elle se manifeste dans la complexité auto-organisationnelle des êtres vivants. Ça rappelle, hein, presque inévitablement, j'allais dire aussi une idée que celle de Teilhard de Chardin, alors qui est moins matérielle et qui est plus spirituelle, mais cette idée de la cérébration, c'est-à-dire l'idée d'une évolution de l'intelligence sur Terre, qui culmine avec une sorte de convergence des consciences individuelles dans une nouvelle unité cosmique. C'est un discours qui est finalement assez proche, hein, voire très très proche des visées transhumanistes de l'évolution. Donc, excusez-moi pour ce néologisme barbare, mais effectivement, l'évolution, elle est envisagée comme ce qu'on pourrait appeler un téléologie émergentisme informationnel dans la vision des transhumanistes. Alors, pourquoi j'emploie ce terme-là? Alors, je fais référence aussi, je pense que l'idée d'émergentisme dans l'évolution, développée notamment par Lloyd Morgan, on la retrouve chez les transhumanistes, même si ici elle est aussi beaucoup guidée par le progrès technologique, mais c'est une étape. Et téléo, parce qu'évidemment, elle est orientée dans une direction, euh, et informationnelle, parce que euh, l'évolution, en fait, se réfère à une évolution de la complexité informationnelle euh, dans l'histoire du cosmos. Je vais y revenir. Là, je prends une phrase du magazine Extropy, qui est un des grands magazines qui va diffuser les idées transhumanistes, cette idée que la téléologie se réfère à l'existence d'une finalité, d'une direction, mais on ne se réfère pas à une téléologie externe ou théiste, comme la cause finale, mais plutôt à une téléologie interne au cosmos. C'est là où le concept d'émergence est important. Il dit la finalité n'est jamais entrée dans le cosmos, elle est finalement infusée dans le cosmos. Un but, le cosmos est un but de téléologie, en quelque sorte. Donc là, je vous montre, ça c'est des schémas qui sont diffusés par Hens Moravec, où on a une version de la phylogénèse, si vous voulez. Alors, il fait pas, c'est pas vraiment, c'est une phylogénèse qui est envisagée non pas à partir de l'évolution, j'allais dire des formes, c'est-à-dire de l'anatomie ou de la physiologie des êtres sur Terre, du phénotype, hein, on pourrait dire, mais elle est basée sur l'intelligence. C'est-à-dire que chaque structure, en fait, ou organisation physiologique, et il commence même avec non-living chemical, hein, c'est-à-dire il y a déjà de l'intelligence dans la vie chimique, mais à un degré beaucoup moins complexe, et tout se complexifie avec l'apparition des cellules, avec l'apparition de l'ADN, etc. Et si vous suivez le fil, effectivement, les animaux, les vertébrés, les amphibiens, les reptiles, etc., les primates, et tout en haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, computer. Hein, donc il y a... voilà. Alors, ce qui est intéressant, je prends un autre schéma de l'évolution de l'évolution de la puissance computationnelle et de l'intelligence computationnelle proposée par euh, Moravec. Vous voyez que finalement, pensez à ça en regardant ce schéma tout de suite, je me dis, il y a quelque chose on dirait aussi la récapitulation de Haeckel, c'est-à-dire l'histoire de l'intelligence artificielle, qui est finalement, j'allais dire, illustré par la loi de Moore, hein, qui joue un rôle fondamental j'allais dire, dans l'évangile transhumaniste, un petit peu, cette loi de Moore. Ils ont une lecture un peu cryptique, hein, c'est-à-dire Kurzweil, derrière la loi de Moore, il voit finalement l'histoire de l'évolution du cosmos. Euh, ben, vous voyez, il y a une sorte de théorie de la récapitulation de l'intelligence sur Terre, qui est opérée en un temps mais extrêmement faible par l'intelligence artificielle. Hein. C'est-à-dire que des millions d'années d'évolution de l'intelligence sont compressées dans l'évolution de l'intelligence artificielle, avec une vitesse exponentielle, qui est aussi une idée centrale chez Kurzweil. Hein. Donc vous voyez bien que là, bah voilà, ça commence doucement, les ordinateurs, à se mettre, j'allais dire, au niveau de l'intelligence animale, et puis vous voyez là, donc il publie son livre en 1900, alors, je sais plus, c'est fin 80, je ne sais plus exactement. Euh, et là, vous voyez toutes les trajectoires. Et là, pour lui, clairement, à partir de 2020, on va dépasser l'intelligence humaine. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, cette définition de l'intelligence, elle est très particulière aussi. Là, je prends, voilà, donc ça c'est dans Ray Kurzweil dans The Singularity is Near.
Alors, Universe, c'est son dernier livre. Donc, c'est donc la route pour la singularité, hein, cette directionnalité de l'univers. Finalement, il la voit à travers différentes étapes qui qualifient comme, en fait, si vous voulez, il y a un seuil critique de complexité de la matière, à partir duquel, voilà, les progrès s'accomplissent. C'est-à-dire, la première époque, c'est l'information en structure atomique, euh, et c'est celle de la physique et de la chimie. Seuil de complexité atteint, l'ADN qui apparaît, hein, donc la vie sur Terre. Euh, Troisième grande étape de complexification euh, de ces propriétés de la matière, c'est l'apparition des patterns, comme ils les appellent, des modèles neuronaux. La quatrième, c'est la technologie, c'est-à-dire les neurones qui produisent elles-mêmes, by design, de la technologie. La cinquième, c'est l'époque où Kurzweil nous situe, celle de la convergence de l'humain et de la machine, et de l'intelligence humaine. Et puis la sixième époque, c'est la singularité, alors que là vraiment, n'ayons pas peur des mots, complètement millénaristes, hein, c'est-à-dire c'est le wake up of the universe, hein, l'univers qui se réveille, qui va être saturé d'intelligence. Là, il n'y a plus de limites, hein, c'est-à-dire il n'y a plus de limites terrestres, hein, on est en dehors de la Terre, on peut aller voyager où on veut, on va télécharger notre conscience, on va vivre dans les multivers, donc il y a vraiment un totalement eschatologique, hein, dans la vision de Kurzweil. Kurzweil, je fais une petite parenthèse, qui a été élevé dans la tradition de l'unitarisme universaliste. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à creuser de ce point de vue-là aussi. Euh, voilà, de façon beaucoup plus récente, là, je fais référence à les travaux de Bobby Azarian, qui est un neuroscientifique. Alors lui, c'est plus explicite, sa référence à Taylor Deschardins, parce que lui, il ne parle pas de singularité, mais d'oméga, donc Road to Omega, euh, et qui reprend finalement de façon assez fidèle, hein, les idées euh, de Kurzweil, avec cette idée d'émergentisme de l'intelligence progressive vous voyez, l'évolution des substrats, hein. Il y a cette idée qu'effectivement, l'intelligence était contenue dans la matière, dans le vivant, et sera contenue à terme dans la matière, j'allais dire semi-vivante, on pourrait dire, ou animée par le vitalisme informationnel. Donc, cette idée aussi, voilà, de complexification, vous voyez, hein, qu'on voit dans la matière, donc de l'atome à l'ADN, de l'ADN et de l'humain à la tribu, de la tribu à la nation à la planète, de la planète à l'univers. Il y a l'idée aussi qu'on va accéder progressivement, étape par étape, à, euh, voilà, fatalement, j'allais dire à cette émigration aussi, qui n'est pas encore une fois un choix, mais qui est euh, inscrit dans une téléologie évolutionniste de notre euh, extrapolation, j'allais dire, en dehors de notre planète. Bon, je ne veux pas m'apesantir sur Kurzweil, voilà. Donc juste pour... quels propos servent? Qu'est-ce que ces idées impliquent, d'une certaine manière? C'est ce qui m'intéresse aussi, évidemment. Donc pourquoi je parle politique des machines et pourquoi j'ai sous-titré mon intervention comme ça, politique des machines, politique du vivant? C'est pour dire qu'effectivement, euh, ces visées, à mon sens, hein, relèvent vraiment d'une grosse problématique. C'est une naturalisation du progrès technologique, mais qui est déjà à l'œuvre, hein, finalement, de mon point de vue en tout cas. Ça fait partie des travaux sur lesquels je travaille, par exemple dans l'unitarisme du 19e siècle, hein, l'idée d'une théologie naturelle du progrès technologique. Euh, il y a une naturalisation du progrès technologique. La naturalisation, je vous le rappelle, c'est un opérateur fondamental de l'idéologie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tend à nous paralyser ou à nous détourner de ce qu'il faudrait regarder fondamentalement. À mon sens, il faut une politique des machines. Et une politique des machines, c'est une politique du vivant. Euh, donc, que fait, hein, cette théorie de l'évolution technique telle que proposée par les auteurs que j'ai cités, que j'ai précités, hein, je parle des transhumanistes en premier lieu. euh, L'évolutionnisme post-biologique, elle est pensée comme un processus irréversible. Donc l'idée, c'est que de toute façon, on ne peut pas lutter. Donc on ne va pas émettre des choix politiques, par contre, on va faire deux choses. C'est contrôler et accélérer le devenir. Et c'est exactement l'idéologie qui traverse complètement la Silicon Valley aujourd'hui, l'accélérationnisme, hein, qui est au cœur de l'idéologie de la Silicon Valley et de l'IAG. Hein, c'est-à-dire il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer, euh, pour pouvoir contrôler ce devenir. C'est-à-dire si on le laisse faire tout seul, on ne pourra pas en être maître. Là, l'idée, c'est de pouvoir y participer d'une certaine manière à cette destinée cosmologique de l'univers. Il y a aussi un côté prophétie autorisatrice. C'est-à-dire qu'on veut créer aujourd'hui une intelligence artificielle générale en vertu aussi de cette perspective évolutionniste. Et je pense que, je parle
évidemment surtout des Californiens et puis des Américains. Euh, il n'y a pas que des motifs économiques là-dedans, hein. Évidemment, il y en a qui sont fondamentaux, mais les Américains arrivent facilement j'allais dire, à mêler les motifs économiques avec des motifs philanthropiques ou naturels. Effectivement, moi, ce qui me pose problème dans ces idées-là, c'est qu'elles opacifient complètement, hein, qu'est-ce qui conditionne le fonctionnement de tout ça. C'est-à-dire que l'automatisation, quand on l'observe de près, hein, elle fonctionne parce qu'il y a du travail humain, non seulement celui des programmeurs, des data scientists, mais aussi toutes les petites mains qui traitent les données brutes pour que les machines soient capables de les digérer, quoi. Euh, il y a aussi, j'allais dire, de gigantesques infrastructures industrielles qui conditionnent le fonctionnement de cette prétendue autonomisation. Et là, je reprends une idée de la thermodynamique, en fait. Bah, effectivement, qu'est-ce que ça produit? C'est la dissipation de l'énergie vitale, hein. C'est-à-dire que là, quand on regarde l'envergure industrielle qui se profile, si on continue à utiliser les LLM comme on le fait aujourd'hui, si c'est les LLM qui vont dominer un petit peu le champ de l'intelligence artificielle contemporaine comme ça s'affiche aujourd'hui, bah, c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement gourmand, et on va dissiper de l'énergie, et là, pour le coup, on va tomber dans la réalité des principes anthropiques, où on va se retrouver un peu, j'allais dire, euh, donc ça, c'est intéressant. On peut penser à la décroissance aussi. Là, c'est intéressant. La thermodynamique est très ambivalente. Elle peut permettre de penser la croissance absolue comme la décroissance. Et je vous inviterai à regarder les travaux. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, cet astrophysicien qui a travaillé sur l'évolutionnisme thermodynamique. C'est très intéressant parce qu'il dit justement qu'on va vers un mur là. Et alors aussi, un truc qui m'apparaît complètement fondamental, et moi j'en peux plus de ces discours sur l'IA ou la robotique, c'est-à-dire que ces idées amènent à penser l'émergence des machines d'intelligence sous l'angle exclusif de la compétition. C'est-à-dire, on n'arrive pas à sortir de ça. Je lis tous les jours, tout le temps, j'entends tout le temps cette idée, en fait. La concurrence. En fait, mais ça, c'est des idées évolutionnistes, si vous voulez, qui, à mon sens, ne devraient pas avoir cours. C'est-à-dire, en fait, là, si on se replonge dans l'origine d'ailleurs de l'informatique, il y avait un débat qui opposait l'intelligence artificielle avec, euh, comment il s'appelle, Joseph Licklider, dans son célèbre article Human-Computer Symbiosis, la symbiose humain-machine. Il disait, bon, Minsky donc les grands promoteurs de l'IA qui faisaient déjà, hein, dans les années 60, des annonces du type dans 10 ans, la machine dépassera l'intelligence humaine. Ils disaient, ben, en fait, il faut arrêter d'envisager l'évolution de l'informatique comme ça, parce qu'en fait, on va la designer à cette fin-là, et on oublie de penser que ce qui est important, c'est la coopération de l'homme et la machine, hein. Et ça nous ramène finalement à une perspective organologique, cette idée de symbiose homme-machine, c'est-à-dire de dire, en fait, il faut trouver une écologie entre, je pense écologie dans le sens de l'écologie politique, entre le vivant et le non-vivant, puisque le non-vivant participe de la vie du vivant. Il n'est pas détaché, il n'est pas en dehors de lui-même. Donc, ce qui est fou, je trouve, c'est que tous les débats éthiques se cristallisent aujourd'hui sur cette idée de compétition, hein. Donc, on rate tout un pan du débat éthique qui doit se porter ailleurs, sur une question de la politique des machines, comment on les met en œuvre, à quoi elles doivent servir finalement, et aussi le design même des machines, c'est-à-dire qu'on pense le design des machines pour concurrencer l'homme. Ok, et des fois, je me demande quel intérêt ça a, en fait. Euh, donc, il y a vraiment un tropisme de ce côté-là, je veux dire, sur cette idée de compétition entre l'homme et la machine, finalement, qui est une idée extrêmement répandue. Ce que je vous ai présenté, évidemment, c'est des constructions, des élaborations théoriques plus ou moins tenable, mais du point de vue de l'imaginaire collectif, en fait, ça a une vraie performativité, ces imaginaires. La SF nous habitue à ces scénarios, etc. Et finalement, les gens adhèrent beaucoup à cette idée, hein. Moi, je suis assez effaré de voir euh, cette confrontation permanente de l'homme et la machine qui est au cœur des débats contemporains sur l'IA. Alors que même, ça m'apparaît fondamental de se poser et de déployer des politiques autour des machines voilà, qui pensent, encore une fois, le rapport des hommes à la machine. Alors je cite même, ça peut paraître un écart, mais dans la Silicon Valley, je veux dire, l'économie va de pair avec l'évolution, quoi, hein. Il y a une idée que le libre marché, hein, donc de Spencer, je veux dire, qui naturalise lui-même le capitalisme ou la compétition, c'est une idée extrêmement ancrée, hein. Si vous allez en Silicon Valley, j'allais dire, ça fait partie de l'ADN des ingénieurs, et qui est, je dis de Spencer, aux ordres spontanés de l'école autrichienne, parce qu'évidemment, si on prend Hayek ou les tenants de l'école autrichienne, le libre marché aussi est la condition de possibilité de l'évolution, et elle-même calquée sur un mécanisme évolutionnaire. Euh, et finalement, tout le déploiement dans la Silicon Valley de l'IA se base sur l'idée qu'il faut absolument pas réguler, il faut un libre marché total, il faut pas de politique, justement. Et ceux qui
proposent de créer des machines avec de l'éthique sont ceux-là même qui promeuvent l'idée d'une machine qui va dépasser l'humain. Euh, donc voilà. Donc moi, à mon avis, il faut revenir à ces perspectives organologiques, à ces projets qui ont été évoqués, peut-être initiés par Bergson, mais aussi par Simondon, Leroy-Gourand dans une moindre mesure, et Stigler, même s'ils ont tous fait un peu marche arrière parce qu'ils voyaient les dangers de leur propre théorie d'une organologie générale, pardon. C'est-à-dire de penser la vie comme les organes biologiques et les organes externalisés, hein, et de penser une écologie entre tout ça. J'aime bien cette phrase de Leroy qui disait l'humanité change un peu d'espèce à chaque fois qu'elle change à la fois d'outils et d'institutions. Et c'est une réalité. Donc on est effectivement en train de changer, euh, mais je veux dire que alors, à un degré évidemment bien différent, mais je veux dire, la machine à vapeur, vous voyez bien comment elle a fait évoluer notre propre espèce, ou en tout cas, bah, ce sont des évolutions exosomatiques de façon complètement folle. Euh, mais le problème, c'est qu'évidemment, là par exemple, hein, si je prends que cet exemple, cette externalisation, j'allais dire, de la puissance adaptative des êtres humains dans la machine thermique, on voit où elle nous a menés, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde et on est en train de se dire, bah, on n'a pas pensé écologiquement avec le vivant. Hein. Donc ça m'apparaît, j'ai vraiment peur qu'on fasse les mêmes erreurs avec l'intelligence artificielle, typiquement, ou la robotique, c'est-à-dire de s'emballer à partir dans ces déploiements à tout va, sans réfléchir à une sorte, ce qu'on pourrait appeler voilà, une écologie politique de la vie technique. Hein. Je fais référence aussi à une idée de Xavier Guchet. Hein. C'est que le vivant n'est jamais une valeur stable, mais toujours le terme d'une relation avec les autres vivants, avec l'environnement naturel et social, médiatisé par la technique. Donc il y a finalement trois lignes de front, il me semble, correspondent assez bien alors c'est très schématique ce que j'ai fait évidemment, hein, mais aux trois propositions que je vous ai faites entre évolution exosomatique, endosomatique et post-biologique. Il y a trois lignes de front. Hein. C'est l'organologie générale défend ce qu'on pourrait appeler, là je reprends le titre d'un livre de Xavier Guchet, un humanisme technologique, où on pense la technique comme constitutive du vivant et le vivant d'une certaine manière comme constitutif de la technique lui-même. Une perspective qui est celle du transhumanisme, c'est-à-dire la convergence de l'homme et la machine, euh, comme une étape hein, dans l'idée de Kurzweil, etc. C'est une étape nécessaire pour pouvoir s'adapter aux conditions d'existence post-humaine qui se profilent devant nous. Et puis finalement, le post-humanisme, qui est l'incarnation, j'allais dire, cette idéologie-là de vraiment cet évolutionnisme post-biologique. Voilà, je finirai sur juste deux citations que j'aime bien. Une de Simondon qui dit: L'être humain est un organisateur permanent comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d'être le surveillant d'un groupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Il est parmi les machines qui opèrent en lui. Et dernière citation, une citation de Leroy-Gourand que j'aime beaucoup aussi, dans Le geste et la parole, qui dit: Il était en réalité peu à craindre de voir les machines à cerveau supplanter l'homme sur Terre. Les risques sont à l'intérieur de l'espèce zoologique proprement dite, et non directement dans les organes extériorisés. L'image des robots chassant l'homme à court dans une forêt de tuyauterie ne vaudra que dans la mesure où l'automatisme aura été réglé par un autre homme. Il est seulement à craindre un peu que dans 1000 ans, l'Homo sapiens ayant fini de s'extérioriser se trouve embarrassé par cet appareil ostéomusculaire désuet hérité du paléolithique. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, évidemment, c'est surtout cette idée euh, de dire qu'on peut, effectivement, hein, je crois qu'on peut aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, développer une IA qu'on doterait d'autopréservation, par exemple, dont les résultats seront totalement imprévisibles. Mais je suis pour ma part assez convaincu euh, que sans intentionnalité humaine, en fait, l'intentionnalité artificielle, en fait, restera jamais artificielle hein, dans la machine, et qu'il faut de l'intentionnalité aujourd'hui, il faut de la politique, il faut politiser le discours sur l'IA, fondamentalement, et sur la robotique aujourd'hui. Je pense qu'on ne l'a pas assez fait, et on est finalement, on tombe un peu dans le panneau de ces discours de naturalisation du progrès technologique. Et je crois que plus que jamais, il faut qu'on en prenne un petit peu les rênes. Voilà ce que j'avais à vous dire, évidemment, avec les énormes raccourcis que j'ai pu faire. Je vous remercie de votre attention. Remarquable, merci beaucoup David. En plus, tu es resté dans les temps et ça va nous permettre de commencer. Alors, tout le monde a l'air content avec des mains électroniques qui se manifestent. Un très très bel exposé avec qui soulève plein de questions. Je ne veux pas trop mobiliser le temps, mais moi, ça m'a fait penser à un certain nombre de choses. On est de la même génération, donc évidemment, on a les mêmes références télévisées.
T'as regardé l'homme qui va être un milliard, J'ai ça. regardé L'homme qui valait être un milliard, évidemment. J'étais collé devant. Et c'était assez intéressant à quel point le corps était un réceptacle tout à fait accueillant pour les dispositifs technologiques. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de problème. Si, de temps Non. en temps, eh ben, il courait très très vite, il était très fort, il levait des grands obstacles. Mais il y a quelque chose dans l'homme bionique de l'époque qui a ensuite, et j'aimerais juste très brièvement ta réaction là-dessus. C'est une première question. Je donne mes questions en vrac, puis après, je donne la parole à la salle virtuelle. Euh, il y a deux choses qui me semblent s'être séparées par la suite. C'est le récit de l'homme augmenté, qui Mhm. concentre en quelque sorte l'essence du transhumanisme, et de l'homme réparé. Tu vois bien que l'homme Ouais. bionique, il a eu un accident, il a été réparé. Or, il me semble que ces deux narrations, la technique dans l'homme pour l'augmenter ou pour le réparer, font, puisque tu parlais d'une écologie politique, font des postures différentes quand même du point de vue de l'intériorisation de la technologie disons, dans l'organique plutôt que dans le biologique. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, j'aime beaucoup la manière dont tu retraces et tu soulignes les généalogies et toute cette cryptique, cette cryptologie justement du cosmique, du sacré, du religieux qui dit pas son nom. Il y a en même temps que Wired et Mondo 2000, une autre revue que peut-être que tu connais, qui a été créé qui s'appelle Planète. Et donc, je te montre un exemplaire. C'est Louis Pauwels et Bergier et Pauwels qui étaient les défenseurs d'une thèse qui s'appelle le réalisme fantastique et qui était vraiment de la futurologie, mais complètement mystique, complètement magico, avec tendance ésotérique cette fois. C'était pas Ouais. du religieux calqué, c'était vraiment de l'ésotérique. Et là, j'ai ce numéro, j'ai été chercher les numéros. Alors, c'est Mais c'est assez, français. c'est français, ouais. Ok. C'est assez délirant. J'en ai toute une Génial. collection, hein. Génial. C'est du Ouais. secret, du mystique, c'est du paranormal en quelque sorte, mais de Euh, la futurologie paranormale et qui déjà, ça c'est un numéro de 1969, tu vois, considérait cet humain augmenté sous une forme des découvertes scientifiques de l'époque, mais ce qu'on nous cache également. Donc, il y a dans ce sacré que tu déploies aussi des choses qui, de mon point de vue, sont liées aussi, je crois, à l'occulte, à l'ésotérique, tu vois, Complètement. tout un courant assez intéressant qui permet également de peut-être d'asseoir cette idée d'évolution aussi sur le sens du mystère Complètement. que tu as touché du doigt un petit peu, mais voilà, je voulais porter à ta connaissance quand même cette cet étrange moment de la pensée où se rencontrent la fiction, la science, puis le courant du paranormal et l'ésotérisme en France avec l'idée de Planète. Donc c'était un mensuel assez délirant où il y avait à la fois de l'anthropologie, il y avait de la futurologie et il y avait voilà, tout un tas d'autres choses. On portait juste à ta connaissance cet élément. Et en fait, Ok. dernier point, très très brièvement pour ne pas monopoliser la parole. euh, Cette idée donc défendue par Cap, est-ce que tu peux la mettre en miroir donc que cette idée que finalement l'entreprise technique va permettre de déployer ou de développer un espace de la conscience de soi, tu peux le mettre en miroir ou en opposition aux thèses par exemple des post-marxistes actuels. Je pense par exemple à Eric Sadin, qui est un philosophe qui passe son temps justement à dire, regardez, nous sommes aliénés par les machines, et plus nous avançons, plus l'espace de réflexion critique est écrasé justement par cette espèce de colonisation, et c'est le terme qu'il utilise, colonisation de l'humain, du social, du culturel, de la pensée, etc., par l'automation, par l'intelligence artificielle. Donc Sadin, c'est vraiment une pensée, j'allais dire, anti-cap. Je ne sais pas si tu t'es penché un peu sur ce courant très, très critique et comment éventuellement tu te positionnerais. Voilà, j'en ai fini avec ces Ok. quelques pas besoin Bon, d'aller très très loin. ouais, je vais essayer de répondre brièvement parce qu'évidemment, toutes tes questions mériteraient des longs développements. La première sur évidemment l'homme augmenté, l'homme réparé qui est mis en scène dans L'homme qui va être bien, elle est hyper intéressante parce que euh, en fait, ces frontières entre réparation, augmentation, dans le champ de la médecine, on le voit bien, hein, entre la médecine améliorative et puis la médecine réparatrice. Où est-ce
que se situent les frontières. Ça devient de plus en plus difficile, il faut le reconnaître. On est tous vaccinés, typiquement. Dire si on s'est fait vacciner avec l'ARN pour le Covid, etc., on est quand même déjà en train de modifier. Alors, c'est pas post-biologique, mais c'est bien des biotechnologies qu'on utilise pour faire ça. Mais je suis assez convaincu, évidemment, Musk notamment fait tous ces tests, soi-disant aussi pour les tétraplégiques. Je veux dire, c'est un cheval de Troie, en fait, hein, le lieu de la réparation, pour l'expérimentation de ces idées-là. Euh, donc il y a quelque chose là qui se joue et qu'on voit déjà dans l'homme qui va être hier qui est intéressante. Ta seconde, alors génial, j'avais pas du tout connaissance de cette littérature et je vais m'empresser de courir dessus, ça m'intéresse beaucoup. Mais Mondo 2000 a quand même une dimension très occulte, hein, et si on revient à son ancêtre High Frontier, d'autant plus, donc très versé dans les psychédéliques aussi, mais aussi dans l'occulte. La gnose, bon, on est dans la Californie, San Francisco, il faut se rappeler, ce que c'était dans les années 60, eh bien, c'était un foisonnement, un marché spirituel incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours, et tu as tout à fait raison de mettre le doigt là-dessus, sur l'occulte, contribue aussi, j'allais dire, de la crédibilisation des idées d'évolutionnisme post-biologique, parce que, pour reprendre comment dire, le titre, le sous-titre de X-Files, la vérité est ailleurs, qui est l'idée centrale de la contre-culture et surtout du New Age. La vérité est ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vision complotiste du monde, où en fait on nous cache la réalité. Enfin, quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des communautés entières de gens qui sont prêts à croire que la Terre est plate, je veux dire. Bon, euh, ça fonctionne, c'est un processus là, anthropologique ou sociologique, j'allais dire, de victimisation aussi. C'est-à-dire, en fait, et les transhumanistes eux-mêmes se sont toujours positionnés comme des avant-gardistes qui étaient victimes finalement du dévoilement et que bah, typiquement, si je prends sur le champ du développement des biotechnologies, ils disent par exemple que évidemment le gouvernement américain, main dans la main avec la FDA, en fait, fait tout pour conserver son pouvoir et empêcher les gens de devenir immortels, parce que ça casserait le marché évidemment des médicaments par exemple. Euh, donc ça, c'est très commun à tous les mouvements transhumanistes, c'est-à-dire une posture victimisante qui crée une sorte de solidarité organique d'ailleurs entre des transhumanistes qui ne sont pas forcément de la même école, mais qui s'estiment être les avant-gardistes, c'est ce que disent les extropiens d'eux-mêmes d'ailleurs. Ils sont peut-être trop en avance sur leur temps et du coup, ils sont victimes de tout ça. Et en même temps, il y a une sorte de complot international qui voudrait étouffer ça, conservateur, un complot conservateur, quoi, si tu veux, euh, pour que les États conservent tout ça. Donc, on retrouve vraiment des motifs en fait du New Age, des idéologies conspirationnistes, de l'occulte, de la gnose en fait, hein. Ils sont porteurs d'une forme de gnose. Et c'est là d'ailleurs où on les attaque pas assez souvent, je pense. Et on les attaque trop souvent sur le côté des motifs économiques. Alors je crois qu'il y a vraiment de la croyance derrière tout ça, hein. Je veux dire, quand les mecs, tu vois, bah, ils finissent par effectivement être en suspension cryonique dans les couloirs c'est une profession de foi pour moi, le mec qui se cryonisent quand même. Donc, bon, bref. Et c'est très intéressant d'ailleurs, cette convergence, cette idée de New Age, qui est un mouvement propre à la Silicon Valley, de convergence technologie et New Age, quoi. Et enfin, ta dernière question, je suis aussi en désaccord avec Cap qu'avec Sadin sur cette question-là, c'est-à-dire je pense que Cap met le doigt sur un processus extrêmement intéressant. Il a en partie raison, c'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, si tu t'intéresses à l'histoire de la science, je veux dire, les machines thermodynamiques, les machines hydrauliques ont consécutivement été des modèles pour penser l'humain. Enfin, je veux dire, sans ça, Descartes n'aurait pas créé euh, l'animal-machine, c'est aussi une image. C'est pas simplement un absolu chez Descartes. Mais c'est une condition de possibilité de savoir. C'est-à-dire que les machines ont toujours cette vertu heuristique, et je crois que la robotique, je veux dire, la neuroscience, comment elle construit ses savoirs aujourd'hui, tous les savoirs positifs de la neuroscience sont liés aux expérimentations, par exemple en intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est très bien, c'est très intéressant. Il faut simplement pas essentialiser, ce sont des modèles. Et quand tu prends le modèle pour la réalité, ça devient complètement farfelu. Et c'est bien le problème que je vois. Et Sadin, d'un autre côté, qui dit, faut absolument pas, je crois que c'est faux. Il faut au contraire vivre avec les machines. Il faut les regarder comme des miroirs heuristiques de notre propre condition. Euh, et Cap avait raison à ce titre-là. Je veux dire, ils permettent de mieux comprendre la nature humaine. Sauf que le problème, c'est que tu finis par confondre l'homme avec un ordinateur ou un biocomputer, pour prendre un terme de John Lilly, là, un célèbre aussi New Ager de la Californie. Bah là, ça devient vraiment problématique parce que tu traites l'homme comme une machine, effectivement. Donc, je pense qu'il faut trouver une via média entre ces deux positions. C'est-à-dire, voilà, Cap n'a pas complètement tort, et Sada n'a pas complètement tort non plus. Il y a un Non, phénomène non. d'aliénation, évidemment. Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant parce que le phénomène de projection de Cap, il dit projection, et il s'appuie sur la définition de Feuerbach de l'aliénation. Donc, il dit sans le dire, finalement, il se critique. On pourrait le retourner contre lui-même, quoi, si tu veux. Voilà. parfait. Merci beaucoup. Merci pour tes réponses. On aura l'occasion de développer ça, je crois, à Complètement. l'occasion d'autres tables rondes.
Il y a des réactions déjà dans le chat. Donc, si tu veux y réagir par Oui. toi-même, et je Ah, prends évidemment la modération des autres réactions. Euh, modifier le génome humain pour s'améliorer, la part de médecine. Oui, c'est exactement ça. Revient à la question que je disais, hein. Donc, je lis la question si tout le monde ne l'a pas vu. Nature a discuté de modifier le génome humain pour l'améliorer. Quelle est la part de médecine transhumanisme? Euh, c'est très compliqué parce que là, typiquement, alors, si je prends CRISPR-Cas9, quoi, donc le ciseau génétique, hein, l'édition génomique qui devient une réalité, hein, on est capable de le faire. Par contre, il faut souligner quand même qu'on on peut aller modifier les gènes, mais on va produire quand même toute une chaîne de réactions dont on ne maîtrise absolument pas le devenir. On ne sait pas ce que ça va produire. Donc il y a quelque chose de très problématique dans l'édition génomique, quand même, je pense. Euh, Évidemment, on comprend que l'édition génomique, elle a un intérêt particulier, par exemple, pour les maladies génétiques. Hein. On pourrait, d'ores et déjà, hein, il y a des thérapies géniques qui se font, hein, qui sont à des coûts complètement exorbitants, mais qui se font pour soigner des maladies rares et des maladies génétiques. Euh, donc, il faut que ce soit extrêmement encadré, hein, à mon sens. Là aussi, il faut de la politique, hein, en fait. Hein. Et l'extrême inverse, c'est, alors, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Prospera, par exemple, qui est une zone économique spéciale qui a été créée par des communautés crypto et par Peter Thiel ou encore Patrick Friedman, par exemple, en Honduras. C'est une île, typiquement, alors, qui est administrée par la blockchain. Le Bitcoin, c'est la monnaie locale, donc c'est l'unité de compte. Et au milieu de cette zone économique spéciale qui ressemble à Hong Kong 2.0, si vous voulez, hein, c'est-à-dire Prospera, c'est la zone économique spéciale du capitalisme digital, comme Hong Kong pouvait être celle du capitalisme productiviste. Et au milieu de cette ville siège une start-up en biotechnologie et une clinique qui est financée via les cryptos sur des projets d'édition génomique et qui propose déjà aux êtres humains, via du tourisme médical, de faire de la modification génétique. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, là, on rentre dans des problématiques de mutation aussi. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose quand même de. Donc, ça m'apparaît vraiment urgent de déployer des politiques, pas pour interdire. Hein, je veux dire, il y a une sorte de dichotomie aussi. Ah, ça, c'est un gros problème de nos sociétés contemporaines, je pense. On n'arrive pas à sortir du principe de précaution, qui, à mon avis, avait complètement sa valeur. Fallait des moratoires. Hein, je vous renvoie à la conférence d'Alimovar. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le principe de précaution, on sent bien qu'il est en train de s'effriter complètement. C'est-à-dire, nous, dans notre génération, moi j'ai grandi vraiment dans le principe de précaution. J'ai vécu après l'Holocauste, voilà, le clonage qui arrive, enfin tout ça, on a dit, wow, 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 doucement. Là, on sent bien qu'il y a une accélération de tout ça, et que, bah, justement, je parlais d'accélérationnisme tout à l'heure. L'accélérationnisme, si on va chercher ses racines, c'est dans le principe de proactivité, proaction, contre le principe de précaution que promeuvent notamment les extropiens, les transhumanistes aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, il faut absolument saisir toutes les opportunités de transformation du vivant qui sont les nôtres aujourd'hui. Euh, et voilà, en gros, faire une logique de calcul actuarial en se disant, bah voilà, quelle opportunité on perd si on ne va pas se lancer là-dedans et qu'est-ce qu'on gagne. Et je trouve que c'est pareil, il faut trouver une via média entre les deux. C'est-à-dire, on ne doit pas aller dans l'accélérationnisme total, on ne doit pas aller on ne doit pas se fermer les yeux sur ce qu'on peut faire. Mais là, il y a vraiment des questions urgentes politiques, encore une fois, hein, qu'il faut se poser. Et nos dirigeants sont, je vais dire, complètement à la ramasse, j'ai le sentiment, sur ces questions-là. Voilà. En tout cas, il faut revoir les lois bioéthiques. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui, par exemple. Et les juristes ont un rôle très important. Je travaille avec une équipe de juristes à Nice, là, qui s'appelle D4LD, qui travaille sur les technologies émergentes et qui a des réflexions très intéressantes sur ces développements. Mais effectivement, moi, je pense qu'aussi, pour finir de répondre à cette question, alors, médecine ou transhumanisme, je pense qu'en fait, le transhumanisme est en train de s'effacer, euh, sémantiquement parlant, parce qu'il se diffuse massivement. Je veux dire, c'est des idées qui commencent à être finalement très partagées. Il y a une sorte de banalisation des imaginaires transhumanistes. Euh, et je sens qu'on est un peu dans une étape pivot aussi, hein. Notamment parce que, évidemment, c'est une question historique, mais bah, qui domine l'économie internationale aujourd'hui? Ce sont les acteurs du capitalisme digital. Et on sait bien qu'ils sont animés par ces idéologies-là. Donc, fatalement, ça change complètement la donne, je l'avais dit. Merci beaucoup. Ça fait réfléchir. J'avais quelques questions qui venaient, mais je vais me taire. Évidemment, il y a la fonction réagir avec une icône de cœur Ouais. dans laquelle vous pouvez trouver tout un tas de réactions. Avant que
Je redonne la parole à Véronique. Il y avait Thierry qui a demandé dans le chat de me poser une question. Donc voilà, en passant sur le micro. Et toute personne peut aussi ouvrir sa caméra et poser sa question en se signalant par un geste de la main organique, sinon électronique. Merci Lionel, bonjour à tous. Ça fait longtemps que Voilà. je ne suis pas venu dans ce séminaire et je découvre à quel point j'ai eu tort. Euh, je suis en plein dans ma thèse, derrière ligne droite, donc bon voilà, j'ai pas toujours le temps, mais merci David, très 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 intéressant. Je fais ma thèse d'une part avec Manuel Zaclade que vous devez connaître Je connais très bien, ouais, ouais. et Serge Tisseron. J'ai une question. J'ai lu le dernier bouquin de Pascal Pic, l'IA, le philosophe et l'anthropologue. Mhm. Et il nous dit quelque chose de très très intéressant, je trouve, dans son bouquin, à débattre. Hein. Mais il dit que faut arrêter tous ces débats et toute cette peur au sujet entretenu par les médias, hein, par les discours d'escorte des médias, euh, parce qu'en réalité, nous ne partageons pas, dit-il, un dernier ancêtre commun avec l'IA, et que de ce fait, nous ne pouvons pas parler d'homologie à l'égard des formes qu'elle peut prendre, mais d'analogie. Et il donne un exemple. Il dit, ben voilà, il y a les ailes d'oiseaux, les ailes d'insectes et puis les ailes de chauve-souris qui représentent des fonctions somatiques analogues chez ces espèces, mais pas Mhm. du tout homologues parce qu'elles ne partagent aucun dernier ancêtre commun. D'où ma question, dans cette compétition que vous évoquez entre l'homme et la machine, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a chez les adeptes de cette compétition un fantasme qui consiste justement à faire tendre l'analogique vers l'homologique sans jamais vraiment y parvenir? Et j'en veux pour preuve une idée toute bête que tout le monde connaît ici autour de la table, hein, à partir des années 50, que ce soit chez Turing ou chez McCarthy, Minsky, cette idée de faire de l'informatique un art du faux, c'est-à-dire un art de la simulation, c'est-à-dire feindre d'avoir ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire un fonctionnement organique in vivo, mais en même temps un art de la dissimulation, c'est-à-dire feindre de ne pas avoir ce qu'on a, c'est-à-dire un fonctionnement organique in silicio. Et je m'appuie sur cette distinction, pas seulement sur Pic, mais aussi sur Baudrillard, que vous Ouais, devez ouais. probablement connaître beaucoup mieux que moi, puisque vous êtes dans les cycles, mais dans son bouquin Simulacre et Simulacre et Simulation, simulation, ouais. et dans le bouquin de Serge Tisseron, Petit traité de cyberpsychologie, où dans la partie simulation, il dit qu'on ne peut pas séparer la simulation de la dissimulation. Là où il y a simulation, il y a dissimulation et C'est ça. inversement. Ouais. Ah, moi, je peux que souscrire à tes réflexions, hein. C'est vraiment la posture que je partage, hein. Et je pense que les médias aussi, bah, bon, ça c'est un problème plus large qui dépasse la question qu'on pose, mais les médias, effectivement, sont tellement accrochés à ce qui va faire de l'histoire, à ce qui va susciter de l'intérêt, qu'effectivement, ils s'accrochent complètement à... Je veux dire, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc sur cette idée de compétition entre l'homme et la machine qui sort à propos de l'IA. Donc je pense que c'est délétère, en fait, de voir les choses comme ça. En tout cas, euh, et c'est encore plus dangereux quand ça rentre dans la tête des ingénieurs qui développent eux-mêmes des dispositifs, en fait. Parce que ça guide, hein, pour reprendre une idée assez géniale de Jérôme Lanier qui disait ça, il disait l'IA n'est pas une technique, l'IA est une idéologie. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, c'est une façon d'envisager la computation. Mmh. Mais finalement, la computation, on peut l'envisager différemment. Donc ça obstrue un peu finalement, autant d'ailleurs le travail des designers que des éthiciens autour du développement des IA contemporains. Donc ça tout à fait. Je suis hyper d'accord aussi avec cette idée de simulation, dissimulation, hein. Je trouve qu'il faut relire Baudrillard aujourd'hui, hein. Pas que sur cette question-là, d'ailleurs, sur la question de la post-vérité, voilà, des IA qui nous montrent des fausses images, des faux textes. Enfin, on sent bien la vague qui nous arrive là en pleine face Mmh. de faux contenus, etc., qui est assez, effrayante, hein. Moi qui ai des enfants, ça me fait très peur, je vous avoue. Euh, mais effectivement, il y a un truc intéressant, hein. C'est un leitmotiv de la Silicon Valley, des start-upers, c'est fake it until you make it. Donc il y a quelque chose, c'est-à-dire, ça je suis Mmh. complètement d'accord, c'est-à-dire que la simulation implique la dissimulation, mais parce que j'ai essayé d'y insister, il y a une dimension vraiment de croyance au sens religieux, phénoménologique du terme, hein, chez les ingénieurs de la Silicon Valley. Moi, pour avoir rencontré un certain nombre, j'en étais aussi le témoin, mais qui est lié aussi au contexte américain. Il faut placer les choses dans le contexte. Les Américains, à mon sens, hein, moi c'est une de mes thèses, mais le sentiment religieux continue de s'épanouir avec gaieté, quoi, dans ce pays. En vertu notamment de la protection constitutionnelle dont dispose contrairement à toutes les autres sociétés industrielles, hein, le premier amendement de la Constitution américaine
dont on n'arrête pas en train de parler, on n'arrête pas de parler de free speech, mais si vous reprenez les termes du free speech, en fait, une opinion scientifique, religio-politique a exactement la même valeur constitutionnelle. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, toute énonciation, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de l'opinion, il n'y a que de la croyance. Donc, ce que je veux dire, c'est une société qui marche comme ça et qui est en train de, évidemment, de dépeindre un peu partout. Mais voilà, pour dire qu'il y a vraiment un sentiment religieux qui anime ces gens-là. Et quand je dis fake it until you make it, c'est-à-dire que les mecs ont bien conscience, Sam Altman, je pense qu'il sait très bien euh, qu'il y a des problématiques écologiques qui se posent à moyen terme. Hein. D'ailleurs, il investit massivement dans les énergies renouvelables. Mais il est bien animé par une croyance. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est du fake. C'est-à-dire ce qu'il fait. Il dit aux gens, regardez, je vous donne une intelligence artificielle, mais pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont aspiré tout le web, parce qu'ils ont des masses de travailleurs du clic qui tous les jours étiquettent les données pour que ça fonctionne. Euh, et qu'en fait, il s'agit d'énormes machines statistiques avec des quantités phénoménales de données, en fait, qui se nourrissent de l'intelligence humaine. Et on sait très bien que si on ne les ordonne pas, à chaque fois qu'on va lâcher dans la nature une IA, elle se barre en sucette. C'est-à-dire que tous ces résultats sont imprévisibles. Pourquoi? Parce que ce sont, comme le disait un article très intéressant, des perroquets stochastiques. Il n'y a pas de sémantique, ils sont analphabètes, les systèmes d'IA d'aujourd'hui. Ça doit être extraordinaire et ça me bluffe en premier lieu. Donc, il y a ce côté, pour l'instant, en fake it, mais il est convaincu. Je me rappelle de Sam Altman dans une conférence qui disait bah là, on commence à pas savoir comment ça marche. Et là, vous voyez ces yeux d'exaltation. En fait, il était là, bah, la singularité arrive. Hein, donc, il y a ça. Je suis d'accord avec vous sur simulation, dissimulation, mais elle est une C'est le stratégie aussi. fantasme. Voilà, de fantasme, et j'allais dire même plus loin voilà, d'une croyance vraiment euh, eschatologique qui est là depuis, j'allais dire, c'est pas l'informatique qui a fait naître ça aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai travaillé sur l'apparition de la vapeur, de l'électricité, son rapport à la religion aux États-Unis. C'était assez frappant de voir que le phénomène religieux lui-même a évolué à mesure des évolutions technologiques. C'est-à-dire qu'il y a une évolution théologique qui accompagne l'évolutionnisme. Il y a une évolution théologique qui accompagne le développement de la machine à vapeur, l'électricité, le télégraphe électrique. Euh, pour moi, le New Age a beaucoup de rapports en fait dans sa genèse avec les mouvements de la fin du 19e siècle qui sont très liés aussi à l'apparition du télégraphe, la photographie, le spiritualisme est indissociable, par exemple, du télégraphe, etc. Donc bon, euh, ça me fait rentrer dans des développements peut-être un peu à côté de votre question qu'ont les Américains dans tout ça. C'est pas que ils sont. Très brièvement, parce que il y a Véronique et puis il y a une autre question dans le chat. Il nous reste Ouais. 15 minutes à peu près. Donc voilà. Et David, excuse-moi de t'avoir coupé. Quand Je t'en fini, prie. achève, s'il te plaît. Non, non, c'est bon, je pense que. Ok. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci David. Véronique. Oui, alors je vais être brève. D'abord, vraiment un très très grand merci David. Tu arrives à point nommé dans notre cycle de séminaire. Il était vraiment temps, je pense, qu'on puisse euh, remettre dans un contexte beaucoup plus large l'ensemble des phénomènes qu'on a pu aborder. Et moi, j'ai envie de rebondir sur... voilà, moi, je suis scientifique et j'ai envie de rebondir, hein, tu parles d'écologie politique, j'ai envie de rebondir sur cette remarque que tu fais sur l'évolution de la croyance et de l'exercice de la technologie qui elle-même est fortement corrélée à la science, même s'il y a une légère indépendance, hein, bien sûr. Hein, l'un court avant l'autre et l'autre rattrape l'un. Malgré tout, si moi, je suis âgée, j'ai vu plein de débats qui sont à la fois toujours accrochés à des débats très, très, très anciens qui reviennent comme des serpents de mer, mais j'en vois un qui revient depuis le début de la science, hein, pas de la technologie, puisque je pense qu'ils n'étaient pas là au moment où les premiers sapiens faisaient leurs outils. Néanmoins, l'invasion de la science et des technologies, elle est quand même produite par des endroits des cultures où on a une hypothèse de la séparation du corps et de l'esprit. D'ailleurs, le dualisme de Descartes, ça reprend ça. Et si on revient à des choses très récentes qui donnent l'informatique, est-ce que Turing aurait pu avoir cette pensée scientifique qui nous permet d'aller vers le fonctionnalisme, le cognitivisme et l'informatique et l'IA qu'on récorporise quand on fait des machines robots? C'est vraiment amusant d'ailleurs voir cette naïveté d'errance toujours bloquée dans cette pensée Mhm. de la séparation du corps et de l'esprit. D'ailleurs, avec un moment de notre histoire où on est rassuré qu'il y a un siège de la pensée qui est le cerveau, on est épaté quand on a cette idée qui est pourtant une idée qu'on aurait pu avoir à peu près 1000 ans avant de la cognition incarnée. Puis mince, le Mhm. cerveau n'est pas le siège de l'esprit, il n'y a après pas d'esprit, etc. Et on est très embêté avec ça. Et moi, la question que je te pose, elle est très simple. La technologie a
a envahi des cultures qui n'ont pas cette pensée de la séparation du corps et d'esprit, qui ont aussi une autre place de l'individu dans sa société, sa culture. C'est-à-dire que nous, on a aussi la place du moi, hein, le moi est très important, hein, donc le moi domine, coopère, etc. Et si on va vers des cultures où le lien est plus important que le moi et où il n'y a pas cette séparation du corps et de l'esprit, mais qui néanmoins ont pris en main la technologie de l'IA actuelle et d'autres avant. On prend par exemple le Japon que tu connais bien, Lionel, et que je connais un peu. Eh bien, le jour où on a proposé cette loi en Europe, quand même assez ahurissante, hein, de donner un statut de Oui, responsabilité juridique à un robot, mes camarades japonais étaient morts de rire. Voilà, Mhm. et l'angoisse que nous pouvons avoir, et je partage ton constat qu'effectivement, nos collègues fabricants d'IA en Occident, hein, pas seulement aux États-Unis, Ouais. en Occident au sens large, il y a plus ou moins avoué cette croyance et cette peur sous-jacente qui traîne et qui est liée à cette théologie quand même qui sépare le corps et l'esprit et qui a à Mhm. voir avec certaines pratiques religieuses. Eh bien, au Japon, il n'y a pas du tout cette Bien même sûr. attitude, il n'y a même pas cette perception, il n'y a pas non plus cette projection dans le futur. Et moi, je me demande si on n'est pas en train d'essayer d'avoir un débat très, très, très complexe pour une question qui est très, très simple, qui est une espèce de juvénilité, de naïveté de notre capacité de penser le monde scientifiquement, complètement englué dans une incapacité à émettre d'autres hypothèses que celles que notre culture nous amène à amener. Parce que, entre parenthèses, Mhm. et tu reprends tes premiers, les premiers propos que tu as rappelés avec énormément d'intelligence et de clarté autour de l'évolutionnisme, etc. Eh bien, aujourd'hui, quand on commence à démontrer l'hypothèse de l'épigénétique et quand d'autres Mhm. travaillant sur d'autres espèces plus loin de l'humain, enfin plus loin, selon nos critères anthropocentrés, qui sont les plantes, et que la coopération devient la règle et plus du tout dans l'évolutionnisme, hein. D'un coup, on découvre ça comme si c'était des bonbons magiques, et puis d'un coup, on a peur, alors on les recrache. Enfin, c'est comme si on était très, 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 très naïf sur le plan scientifique. Donc, plutôt qu'une écologie politique, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par une écologie de la pensée scientifique où on se libérerait de nos entraves culturelles plombantes, Ouais. quoi? Mhm. Ok, merci. Ta question, elle est très intéressante. Alors, juste pour faire référence à ta première petite question ou ton premier commentaire, euh, c'est ce que dit Canguilhem à propos de Cap, parce que Cap, il n'est vraiment pas tout acheté dedans, hein. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas lu, cette philosophie de la technique est assez géniale. C'est que ce qui montre, c'est l'antériorité de la technique sur la science. Il ne dit pas que la technique conditionne la science, il dit que la technique est le prétexte de la science. C'est-à-dire, avant la science, c'est la théologie, et la technique fait émerger vraiment la science d'une certaine manière. Dans ce miroir que tend la technique, finalement, à tout ça. Donc ça, c'est une première réflexion qui montre aussi, du coup, finalement, cette naïveté dont tu parles, qui est inhérente, finalement, à la technoscience. C'est-à-dire, plus on a rapproché la technique de la science, et plus, finalement, enfin, c'est pas mon point de vue, c'est ce que dit Barthélemy sur la technoscience. La technoscience, finalement, la connaissance du monde, elle est vraiment secondaire. Ce qui compte, c'est sa transformation. Et du coup, plus ça va, plus on transforme le vivant sans savoir ce qu'on est en train de faire, en fait, hein. C'est ce que je disais sur la génétique, par exemple, c'est tout à fait valable pour ce côté-là. Je suis d'accord avec toi sur, effectivement, moi je pense qu'il y a une problématique au sein de la science, une problématique qui est celle, en sciences humaines, on n'est pas assez formé aux sciences exactes. En sciences exactes, on n'est pas assez formé aux sciences humaines. Les ingénieurs sont trop... voilà, il y a plein d'idées banalisées dans la tête des ingénieurs qui ne devraient pas l'être. Moi, je travaille avec des neuroscientifiques. Par exemple, je travaille à l'IMN, à l'Institut des maladies neurodégénératives, où ils ont eu l'intelligence, hein, donc Thomas Borot qui a monté ça, de créer une cellule qui s'appelle Humanité et Neurosciences, dans laquelle il y a des philosophes des sciences, des neuroscientifiques, et ça discute à bâton rompu, et ça casse les idées des uns et des autres. Et je peux vous garantir que dans cet Institut d'humanité neurodégénérative, tous les étudiants, en fait, sont extrêmement précautionneux dès qu'ils font des trucs. Et du coup, je vois bien l'effet que ça produit. Donc, j'allais dire, pour aller dans ton sens, je pense que la science, c'est l'effet du capitalisme aussi, du libéralisme, de la connaissance, hein, de l'économie de la connaissance, c'est d'avoir vraiment fragmenté tout ça. Et je pense que c'est ce que disait aussi en substance Simondon. En fait, il faut absolument renouer avec une culture technique dans laquelle tout le monde doit avoir son mot à dire d'une certaine manière. Mais en tout cas, cette naïveté de la science, elle est liée à ça. Ensuite, évidemment, ce qui est très intéressant dans l'animal machine de Descartes, euh,
mais on peut trouver des précédents, hein, presque d'ailleurs, dans la philosophie antique, même s'il n'y a pas évidemment ce dualisme des substances. Mais je soupçonne aussi, comme le disait, je ne sais plus qui c'est qui a adressé cette critique à Descartes, c'est qu'en fait, Descartes, ce qu'il a fait, c'est que la deuxième substance, elle est là aussi pour pas que son discours soit trop disruptif à son époque. Hein, c'est-à-dire, il faut dire que c'est Dieu finalement qui anime tout ça, parce qu'autrement, je vais me faire. Il a des positions presque thomistes, en fait, hein, d'ailleurs, Descartes, hein, en tout cas, qui collent avec j'allais dire l'eschatologie, pardon, euh, la scolastique, quoi, thomiste notamment, en partie. Tu as raison, je veux dire, elle est fondatrice en Occident de la science. Et du coup, effectivement, c'est vraiment notre continent, l'Asie, à cet égard-là, parce qu'il y a une vision beaucoup plus holistique des choses, beaucoup moins dichotomique. Il n'y a pas ce dualisme des substances, évidemment, du tout. Euh, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce que dit Foucault quand il fait de l'archéologie du savoir, euh, c'est que, par exemple, l'animal machine a été une condition de possibilité de la science contemporaine, de la possibilité de vraiment de sculpter la nature dans ses moindres interstices. Donc elle a ce mérite-là. Et puis évidemment, elle a un défaut, bah, voilà, c'est un peu naïvement de dire, ah bah, tiens, tout ça, ça s'anime, et puis derrière, il y a Dieu qui, en fait, le grand architecte, le grand artificier, le grand ingénieur, en gros. Là, il y a une naïveté parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de projection de l'homme lui-même dans Dieu, où bah, Dieu, tout d'un coup, c'est un grand ingénieur. C'est parce que est en train de le devenir. Au 16e, au 17e siècle, c'est assez évident, cette collusion projective, si je peux l'appeler comme ça. Mais en même temps, ce dualisme, il a servi, j'allais dire en Occident, à le déconstruire aussi. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que ça reste, hein, je pense, effectivement, un inconscient collectif assez majeur. Mais il a été aussi un instrument pour faire évoluer la science elle-même. Et c'est très intéressant comment, euh, par exemple, le mind upload. Il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, le mind upload, le chargement de la conscience, ça signifie que les gars sont complètement dualistes, en fait. Non, ils sont pas dualistes. C'est enfin, ils sont pas dualistes, pas dans le sens où ils sont plutôt physicalistes, hein, pour les traiter comme ça, hein, les transhumanistes. Euh, mais ils pensent que finalement le substrat ou l'instanciation qui fait marcher l'intelligence a peu d'importance. L'intelligence peut exister indépendamment dans les modèles. Donc ça déporte la question du dualisme, tu vois, sur la question des modèles. Moi, je dis souvent, en fait, pour les transhumanistes, le modèle précède l'essence, en quelque sorte. Mais en fait, si tu veux, c'était déjà le débat du cognitivisme, hein. Et je sais pas si Ouais. tu te rappelles de ce truc assez amusant moi, que j'ai vécu dans ma jeunesse, où quand même, il y a quand même des idées, on a envie au moins de contester, si ce n'est d'inventer autre chose au niveau des pensées. Donc, on va combattre le cognitivisme par le connexionnisme. Sans connexionnisme, on n'aurait pas de machine learning connexionniste aujourd'hui, hein. Et quand on invente les réseaux de neurones artificiels, on est convaincu d'être contestateur par rapport au fonctionnalisme et au C'est cognitivisme. Alors ça. qu'est-ce qu'on fait? Alors que Changeux, on dit mais Ouais. matière à penser, on dit mais Changeux, tu es un mec les mains dans le cambouis, tu comprends rien, hein. C'est ce qu'on lui répond quand même. Alors qu'il dit merde quand même, sans la matière. Eh bien, quand il dit sans la matière, et quand même il n'est pas le premier à le dire, eh bien on lui dit mais non, mais nous les connexionnistes, on est contre justement cette séparation fonctionnaliste bête où on Ouais. dit qu'on peut incorporer n'importe quelle fonction dans n'importe quel corps. Nous, on fait des connexions de neurones. Alors évidemment, on sait qu'en plus, c'est pas des connexions de neurones, mais c'est du Ouais. fonctionnalisme. Simplement, c'est du fonctionnalisme où on abandonne l'idée de au moins faire semblant de dérouler des processus dans l'hypothèse que les processus peuvent être séparés de la matière, quoi. Et Mhm. en même temps en biologie, on clone Dolly, si tu veux. C'est en même Ah temps. ouais. Et on répète les mêmes trucs, sauf qu'au lieu d'être devenu candide, et moi je me suis dit, c'est super, on va passer de la naïveté à la candeur, eh ben non, comme ça a marché sur le plan euh, économico-culturel, eh bien comme ça a Ouais. marché, on est resté plombé, et au lieu de devenir naïf, candide, on redevient encore plus naïf, quoi. Donc, dans Ouais. l'espace d'une pauvre petite vie qui est la mienne, j'ai déjà vu ces deux révolutions, Ouais. et pas du tout, on bouge pas. Donc, c'est hyper flippant quand même. Et à part la C'est le peur, rond-point. qu'est-ce qui peut nous animer, à part la peur? Je sais pas. Je pose la question. Moi, je vous coupe tous les deux parce qu'il reste 5 minutes et une question qui n'a pas été Ok, dans le chat là. adressée voilà, dans le chat. L'inévitabilité Ouais. thermodynamique paraît-elle convaincante? Alors, Excuse-moi, hein, ouais, ouais. Véronique, et excuse-moi, David, sur ce On pourra passionnant débat. poursuivre Ouais. cette conversation. Alors, c'est intéressant cette question, effectivement. L'inévitabilité thermodynamique paraît-elle. Oui, elle me
elle me paraît sincèrement convaincante. Mais encore une fois, la thermodynamique, on peut lui faire dire tout et son contraire. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans cette théorie. Mais moi, je suis assez... il y a Prigogine, hein, notamment avec les structures dissipatives, qui s'intéressent voilà, à la thermodynamique et au devenir, en fait. Si vous voulez, ce qui est assez fascinant dans la thermodynamique, c'est que finalement, c'est une des rares théories physiques universalisables, quoi. C'est-à-dire qu'elle permet de comprendre à la fois n'importe quel mécanisme d'auto-organisation de la matière, ou en tout cas, elle est un facteur indéniable. Les lois, les trois lois de la thermodynamique, et surtout la seconde. Donc c'est la seconde loi de la thermodynamique à laquelle vous faites référence, j'imagine, puisque c'est cette idée que la dissipation d'énergie est fatale et que de toute façon, on va atteindre un équilibre thermodynamique qui fait que les choses vont s'arrêter. Ce qui est intéressant, c'est que les astrophysiciens sont souvent dit, bah, oui, c'est fatal, l'équilibre thermodynamique, ça va s'arrêter. Et puis, quand on a vu que derrière l'horizon cosmique, en fait, observable, bah, on a bien compris qu'il y avait autre chose, bah, on a dit, ben non, finalement, l'univers, c'est un système ouvert. Donc, quand on pense à des systèmes ouverts, un système ouvert peut, d'une certaine manière, toujours échapper, d'une façon ou d'une autre, c'est ce que dit Wiener aussi, en tout cas localement, à l'entropie. Donc, donc, moi, je crois que c'est une super grille d'analyse. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, cet astrophysicien qui a écrit un livre assez génial sur l'évolutionnisme thermodynamique, euh, et qui est lui un grand partisan de la décroissance. Alors, pas dans le sens des croissances économiques, tout ça, mais pour dire, en fait, la croissance d'exploitation énergétique qu'on fait, en fait, la dissipation d'énergie qu'on entraîne à travers notre développement technologique, nous amène inévitablement vers l'équilibre thermodynamique sur Terre, en tout cas. Donc, reste l'option d'aller ailleurs. Mais clairement, enfin, je veux dire, ce que le réchauffement climatique nous apporte tous les jours, hein, c'est aussi de la thermodynamique, hein, le réchauffement climatique, il n'y a pas plus, il y a pas quelque chose qui se rapporte plus à l'énergie thermique, eh bien, on voit bien, en fait. Moi, je suis assez convaincu, hein, sincèrement, qu'effectivement, cette théorie peut nous permettre à comprendre la trajectoire vers laquelle on a, mais encore une fois, ben, c'est des questions politiques, c'est-à-dire que politiquement, euh, il faudrait arriver à freiner tout ça. Bon, on n'y arrive pas, on voit bien, hein. Enfin, je veux dire, les coops, c'est quand même du gros foutage de gueule, hein, pour le dire, excusez-moi, de façon un peu triviale. Euh, mais bon, on voit bien que ça bouge pas. Là, on est en train de remplacer toutes les voitures à énergie fossile par des énergies électriques. Bon, on sait bien ce que ça implique en termes d'infrastructure, etc. Voilà, on voit comment les croyances imaginaires, la croyance entre une visée téléologique de l'univers, un progrès continu, reste quand même complètement là. On a beau dire que le progrès en a pris un coup, je veux dire, euh, on voit des lignes de front très dichotomiques, quoi. C'est-à-dire, l'espoir, c'est soit la géo-ingénierie, la bio-ingénierie, et puis le reste, c'est la fin du monde, quoi. C'est la collapsologie. Donc, euh, mais je crois effectivement que la thermodynamique, et les lois de la thermodynamique, en tout cas, s'appliquent complètement à nos sociétés, au développement. Et si nous, on n'est pas des structures dissipatives, je ne sais pas ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire, on s'est vraiment organisé, mais alors, on dissipe l'énergie beaucoup plus qu'on est capable finalement, d'être formé avec elle. Mm. Donc cette loi, elle est intéressante pour questionner effectivement la perspective dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, de- je, je regardais hier ou avant-hier un super documentaire sur l'histoire de la voiture sur Arte, là, qui est assez génial, je vous encourage à le regarder. Ça montre à quel point enfin, le pétrole, quoi, le choc pétrolier, tout d'un coup, choc symbolique, hein. C'est-à-dire on comprend bien que ça implique une tension géopolitique internationale complètement folle, mais ça implique aussi qu'on est en train, là, dans 73, c'est en même temps que le rapport Meadows en plus, on se dit, est-ce qu'on peut continuer comme ça, quoi? Parce que là, et on l'a fait, on a continué, quoi. Donc aujourd'hui, le salut, à mon avis, il ne viendra pas par l'IA ou par la robotique, quoi. Euh, voilà, en tout cas, il faut remettre sur la table ces questions-là. Retour de la thermodynamique avec des modèles évolutionnistes et ou des modèles d'évolution des sociétés. Tu me fais penser à une vieille référence de Lévi-Strauss à Ouais. propos des sociétés chaudes et des sociétés froides, mais c'était Ouais. une analogie relativement rebattue sur laquelle on va pas revenir maintenant. Merci beaucoup, David. Écoute, Alors, voilà, je vous donne juste la vas-y, vas-y, référence vas-y, 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 sur la thermodynamique. Cet vas-y. astrophysicien qui est assez génial. Donne Il toutes a les des, références il a nécessaires. des conférences de vulgarisation qui sont assez top. Ah oui, c'est François Rodier. Ok. Alors attends. François Rodier, je l'écris dans le chat. Ouais. Euh, François Rodier. Comme ça nous permettra Beaucoup basé sur les travaux de Picrogine. de garder trace. C'est parfait. Merci infiniment.
Tu Merci vois, beaucoup. David, ta participation a amené beaucoup d'effervescence intellectuelle et a permis voilà, de soulever un certain nombre de questions, certaines qu'on s'était déjà posées, d'autres que tu as euh, amenées vers des horizons de débat ou des auteurs sur lesquels, moi personnellement, mais je pense aussi quelques autres personnes autour de la table, on s'était pas autant penché qu'il le fallait. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Véronique, est-ce que tu veux énoncer le mot de la fin qui sera un mot d'espoir pour la suite? Alors, juste déjà, si je crois que tu es d'accord, David, pour qu'on continue à t'adresser des questions par mail. Complètement, complètement, Voilà. ouais. N'hésitez pas. Le but de ce cycle de séminaire, c'est aussi de créer des liens entre les gens et que, pourquoi pas un jour d'ailleurs, un véritable groupe de réflexion qui soit vraiment conçu parce que les gens désirent y être et justement parce qu'on se complète plus qu'on ne se ressemble. Voilà, c'est vraiment ce qu'on désire ici. Tu parlais de notre notre difficulté rencontrée dans la pensée scientifique Ouais, à s'isoler dans une complexité, mais une pauvreté de largeur de ouais, réflexion. Et voilà, ce cycle de séminaires est aussi destiné à ce que chacun d'entre nous puisse se raccrocher comme ça dans quelque chose de beaucoup plus collectif. Et donc, n'hésitez pas à contacter David. Et puis, si vous avez, vous, dans ceux qui restent toujours fidèles, là, je reconnais des non fidèles, si vous avez des désirs, soit vous-même d'intervenir, soit d'entendre des personnes pour pouvoir entamer cette discussion, et n'hésitez pas à le soumettre à Lionel et moi. Et puis, bien sûr, ça va continuer, comme d'habitude, en général, le dernier jeudi du mois, mais parfois, on décale un peu, hein. Et donc, le prochain jeudi, on a un nom, mais on va vous laisser la surprise, hein. Mais voilà, il y aura quelqu'un en février, et puis en mars, et puis en avril, etc. Et comme, comme je vous l'ai dit, hein, on est vraiment tout à fait ouvert à toute évolution, révolution dans ce petit site. Hein. Le but, c'est vraiment de créer des liens entre nous. Et là, ça fait un an et demi ou 2 ans que je vois toujours revenir les mêmes personnes et je me dis que voilà, quelque chose est en train de se faire et concrétisez-le, servez-vous de ça, emparez-vous de ça. Voilà. Donc Ça là, crée des structures dissipatives voilà, exactement. auto-organisées. Pour Exactement. revenir à la thermodynamique. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Hein. Et le mot dissiper est un mot magnifique. Voilà, donc, au mois prochain, on vous aurez très très vite l'info. Si vous voulez, si vous n'êtes pas dans des listes directes de diffusion, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais dans ceux qui restent, je vois beaucoup de gens qui ont directement l'info. Et proposez des talks, enrichissez la discussion, embêtez David. Hein, tu es d'accord, David, pour être Oui, embêté. tout à fait. Et Voilà. chacun d'entre nous, par ailleurs. Et Avec plaisir. ce sera déposé sur la chaîne YouTube de la Message. Donc, vous pouvez donner l'info à des personnes qui n'ont pas pu assister et qui peuvent rejoindre les prochains séminaires. N'hésitez pas, hein, ce séminaire est le vôtre. Voilà. Merci Merci Véronique. beaucoup. Merci Lionel. Merci à tout le monde. À très bientôt, Bonne David, et journée. à très bientôt Ça tout le marche. monde. Bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup.